Alors, la semaine dernière, je vous disais du coup que j'avais eu droit à des séances d'hypnose, tout un parcours d'hypnose, d'hypnothérapie, je devrais dire même, puisque par rapport à ce que je vous disais sur les métophobies et le fait que l'hypnose m'avait fait beaucoup de bien. Voilà, l'hypnose, on va essayer de débunker un petit peu tout ça et de voir de trier un petit peu le vrai du faux et puis le spectaculaire du thérapeutique, parce que voilà, l'hypnose, il y a un grand folklore autour de cette pratique, puisque voilà, les gens les comment on appelle ça, les illusionnistes, je sais pas trop, mais enfin les magiciens quoi s'en servent beaucoup. Enfin, je pense à Mesmer et compagnie. S'en servent beaucoup pour justement faire des tours, faire du spectacle et tout. Et il y a un monde entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose de thérapie. N'y allez pas sur la chaîne de Chris, sinon vous allez voir les commentaires. Mais oui, mais on va voir les tiens, c'est pour ça que tu veux pas qu'on aille les voir. Trollus qui dit m'a appelé, bonsoir à toi Trollus. Général Lee qui dit j'ai fait de l'hypnose thérapeutique. Écoute, si jamais tu veux faire part aussi de ton expérience dans le chat ou même peut-être sur Discord, je sais plus trop si tu venais sur Discord ou pas, mais bon bref, si en tout cas tu veux faire part de ton expérience au fur et à mesure de la soirée, hésite pas, de toute façon comme d'hab je lis les messages. Bref, alors déjà pour définir un petit peu ce que c'est que l'hypnothérapie. Donc, l'hypnothérapie, vous en doutez, c'est la thérapie par l'hypnose. Sauf qu'il y a, comme je disais, une grande différence entre l'hypnose de spectacle, où vous allez avoir du coup un mec, ou une nana d'ailleurs, qui est sur scène, et puis qui va avoir un certain charisme, et puis qui va du coup s'adresser au public, et proposer à des gens qu'il va juger comme réceptifs. On va voir du coup comment la personne s'en rend compte. Et qui va les inviter à venir sur scène et puis qui va leur faire en fait tout un tas de choses, de conneries un peu rigolotes et tout, comme par exemple leur faire perdre l'usage d'un mot, les mettre dans un état de catalepsie. Donc quand on est en état de catalepsie, en gros c'est on a les membres complètement crispés comme ça et tout. On a, on fait faire un peu tout et n'importe quoi. Donc généralement, les personnes sont un peu ridiculisées, mais elles sont volontaires justement pour faire ça. Et donc, ça peut être toujours un peu marrant à regarder. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'hypnose de spectacle. Et en fait, l'hypnose de spectacle, elle a apporté ce folklore dans l'inconscient collectif que l'hypnose pouvait éventuellement peut-être être quelque chose de dangereux. Parce que quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression littéralement que le magicien, l'hypnotiseur, voilà. En fait, moi je fais vraiment le distinguo entre hypnotiseur et hypnothérapeute, parce que l'hypnotiseur pour moi ça va être le gars qui fait son show, qui fait son spectacle, alors que l'hypnothérapeute, il y a le mot thérapeute dedans, pour moi c'est vraiment la personne qui est un thérapeute, qui est un médecin, qui va être là pour justement soigner des gens. Que nous dit Archibald ? Les membres complètement crispés. Oh là, crispés. Et merci Trollus aussi pour ce prout. Bien Archibald, le jeu de mots, bien. Bon. Donc oui, et du coup, quand on est en séance d'hypnose, avec un hypnothérapeute, ça ne se passe absolument pas comme ça. Il faut savoir déjà que à aucun moment, et là écoutez-moi bien tous, à aucun moment, un hypnothérapeute, ou même un hypnotiseur qui fait son show sur scène, ne va prendre votre contrôle et va vous faire des choses que vous ne maîtrisez pas, et avec lesquelles vous ne seriez éventuellement pas d'accord. Ça ne risque pas d'arriver. J'avais vu une conférence qui m'avait beaucoup appris. C'est plus d'ailleurs un genre d'atelier que de conférence, mais bon, il y avait une personne qui parlait tout le long, qui était en ligne sur internet il y a de ça une dizaine d'années peut-être. Ouais, une bonne dizaine d'années. Sauf que le problème c'est que cette conférence, je l'avais téléchargée, mais je ne l'ai plus et je suis deg parce que j'adorais en fait
la visionner pour entendre un peu parler d'hypnose, et puis la personne expliquait ce que c'était. C'était une étudiante en hypnothérapie justement. Et puis elle cassait un peu les mythes et tout, et puis les gens qui étaient dans le public pouvaient lui poser des questions sur comment ça se déroulait et tout. Et c'était hyper intéressant. C'était un truc, je crois, qui durait 1 heure, donc 2 vidéos d'une demi-heure. Et je suis tellement dégoûté que cette vidéo n'existe plus. J'aimerais tellement pouvoir retrouver la personne qui avait filmé pour revoir cette vidéo. De mémoire, la thérapeute en question s'appelait Delphine. C'est tout ce que je peux dire. Si jamais vous connaissez une Delphine qui est hypnothérapeute, je crois qu'elle était dans le coin de l'Alsace-Moselle par là-bas, qui aurait un jour donné une conférence sous un genre de grand barnum avec un public et puis qui parlait d'hypnose et qui avait uploadé sa vidéo sur, je crois que c'était la plateforme Vimeo à l'époque, ou Vidéo, je sais plus, Vimeo ou Vidéo, c'était une des deux. Delphine, oui, c'était une femme. Du coup, si jamais un jour, je sais pas, cette vidéo fait son chemin et puis tombe dans les oreilles de la personne en question, je serais ravi de revoir cette conférence, voire peut-être même pourquoi pas discuter avec elle. Parce que moi, l'hypnose, c'est un sujet ça a tellement bien marché pour moi que voilà, vous allez le découvrir ce soir. Je continue de temps en temps de me soigner à ça. Alors, qu'est-ce qui se dit un peu dans le chat ? Le subconscient est toujours là. Non, je dirais le conscient est toujours là. Il y avait les 3 choses. Il y a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Et pour le coup, quand on est en état d'hypnose, on est toujours conscient. Voilà, ça il faut le savoir. Et c'est pour ça en fait qu'on garde notre libre arbitre et puis notre pouvoir de décision. Comme disait cette Delphine dans la vidéo, si à un moment donné l'hypnothérapeute vous demande de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez vous réveiller sans problème en fait. Et là ça vient tout casser du côté des gens qui font des spectacles sur l'hypnose, puisque on sait d'office et d'emblée, je dirais que les gens qui sont sur scène et qui se font un peu ridiculiser par l'hypnose avec tout ce qu'on connaît, en fait ils sont clairement consentants en fait à ce qui leur arrive, et entre guillemets ils suivent un petit peu justement les directives parce que entre guillemets ça leur fait un petit peu leur quart d'heure de gloire et voilà. Alors je dis pas ça pour descendre les hypnotiseurs de spectacle, parce que moi je trouve ça divertissant, et puis c'est pas le but de les descendre ou quoi que ce soit. Moi à titre personnel je trouve ça divertissant. Et puis voilà, si après ce live-là un petit peu débunké, vous avez envie d'aller voir Mesmer, allez voir Mesmer. Hein. C'est pas du tout le but de leur cracher dessus. Et simplement, on est en train de dévoiler un petit peu les coulisses de ce qui se passe sur scène. Archibald qui dit, pour ça il y a le... Archibald, quand même. Casser les mythes, on est passé pas loin de la contrepétrie. Je ne connais que Patricia... ok, et tout ça poil, oui, je le vis bien. C'est étonnant, Trollus. Bref, j'en étais où moi dans tout ça ? Oui, donc voilà, vous êtes toujours conscient en fait de ce qui vous arrive. Pour vous donner une idée, si jamais vous avez jamais vécu de séance d'hypnose, l'état d'hypnose en fait c'est un état que l'on vit tous au quotidien. Qui s'appelle, on appelle ça un peu vulgairement un état modifié de conscience. Alors, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience ? En fait, c'est un terme un petit peu barbare, et juste là pour désigner... Attendez, je m'interromps parce que je vois la vidéo en fait que j'ai mis derrière moi à tourner avec des beaux paysages et tout ça qui sont censés être un peu relaxants. Et je me dis que là, il y a une forme qui est tracée par l'espèce d'amas de pierre. On fera pas la remarque, on fera comme si on n'avait rien vu, hein, d'accord ? On fera pas la remarque. Oh mon dieu, je dois avoir l'esprit mal tourné ce soir. J'ai l'esprit mal tourné. C'est moi qui ai l'esprit mal tourné ce soir. Bref, passons. Je disais quoi ? Oui, c'est un état modifié de conscience. Donc c'est un terme barbare, l'état modifié de conscience, qui vient juste désigner
un état dans lequel on est un petit peu de rêvasserie, je dirais. C'est un état qu'on expérimente au quotidien. Vous savez, quand on dit qu'on est genre dans la lune, vous savez qu'on est en kéblo comme ça, un regard dans le vide, on est perdu dans nos pensées. Je n'ai rien vu, moi j'ai vu un rocher. Oui, il y a bien un rocher à voir, hein, mais Archibald, je pense qu'il a compris où je voulais en venir. Oui, donc c'est un état voilà, dans lequel qu'on expérimente tous au quotidien. Donc voilà, qu'on est dans la lune, qu'on est perdu dans nos pensées et tout. Et d'ailleurs, c'est aussi le genre d'état dans lequel on est quand on est en voiture, qu'on fait un chemin habituel, genre maison, boulot, boulot, maison. Et puis qu'en fait, on arrive sur le parking et on se dit « Ah putain, on est déjà arrivé là ?» Qu'on se souvient, enfin vraiment le trajet automatique qu'on a oublié et puis auquel on n'a pas fait gaffe. Tout ça, c'est des états modifiés de conscience. L'hypnose, en fait, c'est un peu pareil. Sauf que, à la différence, en fait, que c'est guidé par un thérapeute qui est là pour donner, en fait, des instructions de ce que vous allez devoir faire, de ce que vous allez ressentir et tout, machin. Et en fait, il est là pour vous aider à plonger dans cet état d'hypnose. Et lui, en fait, ça va lui permettre à l'hypnothérapeute de s'adresser, du coup, à l'inconscient ou au subconscient, selon les séances, pendant la séance et faire travailler un petit peu votre cerveau de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il dit dans le chat ? Quand on marche dans la rue et que soudain on est arrivé là où on voulait... c'est exactement ça, voilà. C'est exactement ça, Général Lee. Hypovigilance, Archibald. Merci pour le terme. C'est clairement ça aussi. Donc, sauf que l'hypnose, voilà. C'est un état, on va dire, où on est vraiment en condition pour se détendre. Donc, et en général, on est consentant pour se faire guérir. Donc, on s'y plonge en général assez facilement. La sensibilité des personnes peut varier d'un individu à l'autre. Mais le fait est que l'hypnose ne fait plus partie des pseudosciences. Alors, il faut faire gaffe quand même, l'hypnose ne peut pas tout soigner, absolument pas. Quelqu'un qui prétend soigner le cancer juste avec de l'hypnose, c'est clairement un charlatan, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, l'hypnose, ça va aider à soigner beaucoup tout ce qui va être d'ordre un peu traumatique. Ça peut aider à changer ce qu'on appelle des ancrages dans le cerveau. Donc des ancrages, en fait, c'est un peu plus fort que des habitudes. Typiquement, si une personne veut maigrir, en fait, on va lui changer des ancrages dans la tête pour qu'elle perde l'habitude, en fait, d'aller grignoter tel ou tel truc. On peut aider avec ces notions d'ancrage à arrêter de fumer. Ça marche pour beaucoup de gens. Donc voilà. Alors l'hypnose, c'est pas magique. Voilà, c'est quelque chose qui a été largement étudié aujourd'hui et donc ce sur quoi on sait que c'est efficace, ça l'est. Mais voilà, il faut pas non plus tomber dans l'ésotérisme et puis dans les choses un peu New Age et compagnie où on va dire l'hypnose, ça permet de soigner tout et rien. Non, ça fait pas tout et rien. Il y a quand même une légende qui tourne autour de Milton Erickson. Milton Erickson qui serait l'inventeur de l'hypnose. Alors, je parle au conditionnel, non pas parce que on n'en est pas sûr, c'est juste moi qui suis pas sûr à 100% de l'info, parce que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui avaient plus ou moins expérimenté ça avant lui. Et la légende raconte en fait que Milton Erickson était atteint d'une maladie, pour le coup. Alors là, je dis bien que c'est une légende, hein. Par contre, ça, je sais pas si... Enfin, je crois que c'est... Comment dire ? C'est statué au rang de légende, on va dire. Mais on sait pas si c'est... Je crois qu'il n'y a rien qui atteste si c'est vrai ou faux. Mais la légende raconte que Milton Erickson était atteint d'une maladie annoncée comme incurable. Et puis il s'est assis sur son bord de lit un soir, voilà, il faisait nuit, il a regardé la lune, il s'est plongé voilà, dans son état d'hypnose. Je la fais courte, c'est mieux raconté sur Wikipédia que par moi-même. Il a regardé la lune. Et il s'est mis en mode justement d'hypnose en expérimentant un petit peu ce mode de je plonge un peu dans mon état hypnotique. Et puis je sais pas, il a souhaité la guérison, ou il a fait quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Et puis son diagnostic a été largement meilleur derrière. Donc il s'est plus ou moins auto-soigné à l'hypnose. Et ça, c'est quand même assez impressionnant.
Vous savez quoi? Je vais aller sur la page de Milton Erickson sur Wikipédia parce que on va la regarder ensemble cette page parce que c'est une histoire que je trouve quand même assez sympa. Quand bien même ce soit une légende, je la trouve sympa. Alors attendez, la jeunesse, biographie, je vais vous montrer mon écran. Milton Erickson, alors voilà, il avait une forme grave de poliomyélite. La poliomyélite, également appelée paralysie spinale infantile, est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse spécifiquement humaine causée par le poliovirus. D'ailleurs, nous avons un vaccin, si je ne dis pas de bêtises, contre cette maladie d'été polio. Ouais, ça doit être ça. Un soir, alors qu'il est au plus mal, alité dans sa chambre, il entend un médecin dire à sa mère dans la pièce voisine que son fils sera mort le lendemain matin. Erickson raconte comment il demande à sa mère de déplacer son lit de manière à pouvoir voir le coucher de soleil une dernière fois avant de mourir. Ça démarre, c'est très triste. Désolé Général Lee si t'as une journée de merde. Bon, la fin de l'histoire est heureuse. Hein. Il vit alors ce qu'il appelle une expérience d'auto-hypnose, au cours de laquelle il ne voit que le coucher de soleil, faisant abstraction de l'arbre et de la barrière qui entrave sa vue par la fenêtre. Il sort totalement paralysé d'un coma de 3 jours, seulement capable de parler et de bouger les yeux. Ne pouvant bouger, il meuble son ennui par des jeux d'observation par lesquels il développe une capacité à percevoir les signes non verbaux émis à la limite du seuil de perception. Il observe, en voyant ses sœurs discuter entre elles, que souvent le langage verbal dit une chose alors que le langage du corps en dit une autre. Ça c'est un truc qu'on pourrait parler un de ces quatre aussi, mais Clément Fraise en parlerait beaucoup mieux que moi. Le langage non verbal, ça c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup intéressé aussi. Aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de bullshit autour du non-verbal, mais ça pourrait être un sujet intéressant à traiter. Bref, j'en étais... ça, je l'ai lu. Voilà, elle pouvait dire oui et penser non en même temps. J'ai commencé à étudier le langage non-verbal et le langage corporel. Ses efforts pour se rééduquer l'amènent à redécouvrir par lui-même beaucoup des phénomènes classiques de l'hypnose et la manière de les utiliser à des fins thérapeutiques. Erickson raconte... Je ne pouvais même pas dire où se trouvaient mes bras et mes jambes dans mon lit. C'est ainsi que j'ai passé des heures à essayer de localiser ma main, mon pied ou mes orteils en guettant la moindre sensation. Et je suis devenu particulièrement attentif à ce que sont les mouvements. Il passe aussi des heures entières à observer sa plus jeune sœur apprendre à marcher. Bon, je vais pas lire tout l'article Wikipédia, il y a beaucoup de choses à lire, c'est très intéressant, donc je vous recommande d'aller le lire éventuellement si le sujet vous intéresse. Donc ça, c'est pour l'histoire de Milton Erickson. Milton Erickson qui parle d'auto-hypnose. Et ça, c'est un autre truc très intéressant que je voulais vous dire. Puisque notre amie Delphine, dont j'ai oublié le nom, la vidéo, tout ça, disait que l'hypnose n'existe pas. Elle disait l'auto-hypnose, ça existe, mais l'hypnose, ça n'existe pas. Et pourquoi elle disait ça? Simplement, en fait, pour expliquer que quand vous êtes avec un thérapeute, un hypnothérapeute en séance d'hypnothérapie, le thérapeute va être là pour vous guider. Comme je vous le disais, à aucun moment il prend le contrôle de vous-même. Mais en fait, c'est vous qui faites tout le travail, littéralement. C'est-à-dire quand il vous dit de fermer les yeux, vous êtes à son écoute, vous fermez les yeux. Quand il vous dit respirer calmement, profondément et tout machin, vous respirez calmement, profondément. Au début vous forcez et après vous vous rendez compte au fur et à mesure de la séance que ça devient plus ou moins automatique. Excusez-moi. Des petites... je disais en début de live que je ne rote jamais, mais j'ai très souvent des remontées d'air. C'est très chiant, surtout après avoir mangé. Bon bref, peu importe. Et donc, comme on dit dans le jargon, on fait une François Hollande. Parce qu'en fait, François Hollande, pendant ses discours, c'était assez fréquent que lui aussi, il avait des petites remontées un peu comme ça. Donc on fait une François Hollande. Donc voilà, tout ça pour en revenir à notre sujet de départ, que l'hypnose, d'un certain point de vue, ça n'existe pas, mais l'auto-hypnose existe. Et en fait, c'est ça que le thérapeute va exploiter chez son patient. Alors, qu'est-ce qui se dit un peu dans le chat ? Il peut bien le bonsoir Damien. Il y a Damien qui doit être dans le coin. Alors Damien, comme je disais, il est en train de faire du montage vidéo, donc il va être là surtout, je pense, en écoute, mais pas du tout de façon active. En tout cas, on lui fait un coucou. Ma sœur a tenté l'hypnose, mais son subconscient ne voulait pas du tout. Au bout de 2 séances, le thérapeute lui a dit d'arrêter. D'accord. Alors, je vais témoigner pour mon cas et un petit peu ce que j'ai entendu autour de moi par rapport à l'hypnose, mais j'ai jamais eu affaire à des personnes pour qui ça n'avait pas du tout marché.
Donc je pourrais pas apporter plus d'infos au sujet de ces personnes-là. Néanmoins, je pense que si ça avait pas marché pour ta sœur, donc je sais pas pourquoi elle a été, à la rigueur ça me regarde pas, mais peut-être simplement qu'elle était soit pas en confiance, soit pas prête au moment où elle a été voir l'hypnothérapeute et qu'elle a voulu essayer peut-être un petit peu, voir ce que ça pouvait lui faire. Mais c'est clair que quand on va voir un hypnothérapeute, faut y aller un peu, on va dire, sans avoir justement tous les mythes autour de l'auto-hypnose, de l'hypnose, pardon. Sans avoir voilà tous ces mythes là en tête, et c'est vrai que ces mythes justement peuvent un petit peu peut-être polluer le travail, parce que quand on craint justement d'être pris, même si on nous l'a dit, même si on nous a dit qu'à aucun moment l'hypnothérapeute ne prenait pas le contrôle de qui que ce soit, tant qu'on l'a pas vécu une fois, on peut pas trop savoir ce que ça fait, et je pense que ça aide pas à se concentrer. Je me souviens que moi, les premières séances, justement, je me disais que j'allais plonger complètement dans un état complètement différent, et puis après la séance, je m'étais dit, bah c'est tout. J'ai pas l'impression d'avoir été endormi ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a vraiment marché et tout. Enfin, je me posais des questions. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le côté un petit peu, tout le folklore autour de tout ça, fait pas forcément du bien pour les premières approches, on va dire. Après voilà, c'est des fois effectivement, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des situations où ça marche pas forcément. Moi, je sais que pour moi, ça a bien marché parce que j'avais envie vraiment déjà de guérir d'une part, et j'avais envie vraiment d'essayer l'hypnose au moment où je m'y suis vraiment fortement intéressé. Qu'est-ce qui se dit ? Moi, niais hypnotisé, mon écran ne bouge plus. Il va faire un blue screen, fais gaffe Trollus. Lors des lives de Deus Ex 9N, ça doit être... Ouais, bon, ça doit être une faute de frappe. On fait beaucoup de langage non verbal à coups de patates de forain et de 3/4 face caille. Effectivement. Archibald qui dit le non verbal suivant le doigt que tu utilises, cela n'a pas la même signification. Alors ça dépend de quel doigt tu parles, mais cela dit, ouais, en fait tous ceux qui vont... De ce que je sais du non verbal, on va débunker sans sourcer parce qu'on n'est pas là pour ça, mais en gros ceux qui disent un geste fait avec la main droite et avec la main gauche ça n'a pas la même signification, main droite, main gauche, machin truc, c'est du bullshit. Bref, passons. Nier un patron, nier nous qu'on bosse et nier lui qui nie le fric. Généralement, ma sœur est très terre à terre, ne croit en rien. Au moins, l'hypnothérapeute ne lui a pas pris de l'argent. J'ai trouvé le gars correct. Bah, ça, oui, c'est très correct de la part du thérapeute s'il a dit, s'il a dit ça peut pas marcher sur vous. C'est très correct de sa part, et j'ai envie de dire des thérapeutes comme ça, il en faudrait beaucoup plus. Bon, après, je veux dire, voilà, si un thérapeute se trouve à devoir rembourser continuellement les personnes qui consultent, bon, déjà, il faut peut-être qu'il se remette un peu en question sur ses pratiques, mais enfin, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut bien qu'il gagne sa vie, donc c'est pour ça que c'est même très très correct que le gars ait fait ça. Mais pour rebondir sur ce que tu dis quand même sur le fait qu'elle est très terre à terre et qu'elle croit en rien, l'avantage de l'hypnose, c'est que comme aujourd'hui il y a des études scientifiques qui tentent justement à montrer que ça peut marcher dans plein de situations, pas pour tout, hein, je leur dis, mais dans plein de situations, bah en fait on peut rester terre à terre et faire de l'hypnose sans problème. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour débunker un autre truc où on avait vu tourner des articles il y a quelques années. Enfin, c'est pas très vieux, c'est peut-être pas longtemps avant la crise du Covid et tout ça. Un article, tous les médias s'étaient emballés en mode il se fait opérer à cœur ouvert sous hypnose et tout machin. Et en fait, il faut savoir, c'est que la dite personne, en gros, on lui a proposé en fait de remplacer une phase de l'anesthésie, de ce que j'en ai compris en tout cas, de son anesthésie par une séance d'hypnose, ce qui permettait du coup, in fine, d'utiliser moins de produits pharmaceutiques, dans son cas à lui, pour l'anesthésier et pouvoir l'opérer. C'est de plus en plus utilisé dans les hôpitaux, mais à aucun moment en fait on plonge quelqu'un dans un état d'hypnose complet et puis on peut lui faire une opération à cœur ouvert sans produits pharmaceutiques. Non.
Ça, pour le coup, c'est pas vrai. C'était hyper sensationnaliste. En tout cas, voilà, il y a toujours besoin d'anesthésiants, je veux dire, et d'anesthésistes aussi. Mais le fait est que si on arrive à tendre de plus en plus à utiliser moins de produits pharmaceutiques, c'est potentiellement moins cher et c'est potentiellement moins dangereux. Il est quand même sous anesthésie locale. Oui, c'est ça, voilà, il y avait au moins une anesthésie locale. Voilà, on n'enlève pas la douleur avec l'hypnose, c'est pas possible. D'ailleurs, on trouve tous, je pense sans exception, que la douleur c'est chiant. Voilà, quand on a mal quelque part, c'est jamais agréable. Ne faites pas de titre là-dessus, voilà, je l'ai dit. Mais quand on a mal quelque part, en tout cas, c'est pas forcément agréable. On est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, la douleur est un mécanisme essentiel qui permet justement qui aide à la survie. Parce que le truc, c'est que si on a un gros problème quelque part et qu'on a pas mal, qui existe, hein, c'est une pathologie qui existe d'ailleurs. Il y a quelques rares personnes qui souffrent sur Terre de ne pas ressentir la douleur. Et par conséquent, du coup, si un jour elles ont un gros truc qui peut leur faire genre méga mal si elles ressentaient la douleur, bah, elles en seront pas averties et ça peut être méga dangereux pour ces personnes. Donc la douleur est quelque chose d'essentiel. Voilà. Donc bref, tout ça pour en revenir à ce qu'on disait au départ. Juste, je lis le chat. N'y est quoi l'objet oblong qu'il y a sur ton bureau, n'y est perturbant. Si tu parles de ça, c'est un brumisateur. Parce qu'il fait chaud dans ce bureau. Et c'est pour ça que la porte derrière moi est ouverte. Combien qu'il fait là ? Ça va encore, il dit 26 le thermomètre. De toute façon, je fermerai tout à l'heure parce qu'après, il y a tous les moustiques qui vont rentrer. Mais alors par contre, effectivement, si tu parles de cet objet là, comme dit General Lee, c'est ma souris. C'est une souris inclinée en fait. Alors je vais pas pouvoir la tirer parce que je suis un peu court en câble. Mais en fait, vous voyez, la souris en fait, quand on la tient comme ça et elle se pose comme ça. C'est-à-dire que c'est pas les souris classiques où on a la main comme ça, mais on a la main comme ça. Et alors pourquoi j'ai une souris comme ça ? Et je vais vous dire que ça aussi, ça m'a aidé. Je fais une parenthèse sur ma souris de bureau. Pourquoi j'ai cette souris là ? Parce qu'en fait je commençais à avoir des douleurs au niveau du canal carpien. Donc canal carpien en fait c'est à cet endroit là, en gros au niveau du poignet, en dessous le poignet, et ça remonte en gros dans le pouce. Je commençais à avoir des douleurs parce que moi c'est mon métier de travailler dans l'informatique, donc toute la journée je suis devant un ordi et toute la soirée je suis devant un ordi parce que une bonne partie de mon temps libre je le passe à m'occuper des chacals. Et du coup, voilà, à force, d'un point de vue ergonomique, je me suis renseigné sur les souris qui pouvaient exister. Et il existe du coup des souris en fait verticales, on appelle ça des souris verticales. Et j'ai plus de douleur dans les poignets et dans les pouces, je peux le dire, donc ça m'a clairement aidé. Alors, placebo ou pas, j'en sais rien. Mais en fait, ils expliquent que quand on a la main posée comme ça sur le bureau, en fait, les tendons qui sont en dessous le poignet ont tendance un peu à se croiser, que quand on le tient comme ça, c'est une position qui est plus naturelle en fait pour le poignet, donc on force moins. Donc du coup, on a moins mal, et c'est pour ça que du coup, vous voyez, si vous posez les mains sur la table, on aura plus tendance naturellement à les poser sur les côtés, que comme ça, où on sent qu'on tire, c'est très léger, attention, hein, mais on tire légèrement sur les bras, quoi, tout là. Donc voilà, les souris verticales, si jamais vous avez des douleurs dans le carpien, je recommande, c'est pas spécialement plus cher que des souris classiques. Donc voilà. Et puis il existe plusieurs modèles, donc c'est très bien. Elle ressemble à un joystick. Ouais, il y a un peu de ça. Alors pour le coup, j'ai jamais que les deux boutons classiques et puis la roulette dessus. Mais c'est vrai que oui, il y en a qui peuvent commencer à ressembler un peu à un joystick après, dès lors que tu commences à avoir 36 boutons dessus. Mais ouais, ça fait quelques années que j'ai ça. Et avant de passer aux souris verticales, je commençais à avoir des douleurs. Là, j'ai plus de douleurs, donc c'est juste parfait, quoi. Une souris au bureau, une secrétaire, bon ok, ouais, pas bien, Archibald, pas bien. Salut Street Photographie, comment ça va ? Bon, j'ai dévié sur la souris, il y a une troisième forme oblongue pour répondre à Trollus, c'est ça, c'est un ancien boîtier de lunettes, voilà, enfin j'ai mon ancienne paire de lunettes à l'intérieur, qui ressemblait à ça, hein. Voilà. C'est mon ancienne paire de lunettes. Attendez,
attendez, je vais regarder si je vois encore bien avec. Elles sont toutes dégueulasses. Ouais, ma vue a un peu changé. Bon. Bref, revenons-en à nos moutons, si vous le voulez bien. Et reparlons d'hypnose. Du coup, hop là, si je donne un coup dans ma souris, ça va pas le faire. Du coup, revenons-en à nos moutons. On a défini un petit peu ce qu'était l'hypnose. On a commencé un petit peu à casser les mythes justement sur le fait que non, le thérapeute ne vient pas prendre votre contrôle et vous pouvez plus rien faire. Si à un moment il vous dit quelque chose, je leur dis qui ne vous plaît pas, que vous n'avez pas envie de faire, vous pouvez vous réveiller sans problème. D'ailleurs, je dis réveiller, mais vous n'êtes pas endormi. Ça aussi, c'est un mythe qu'on a détruit un peu. On n'est pas endormi quand on était en état d'hypnose, on est dans un état modifié de conscience. J'ai entendu des douleurs au poignet, ça me rappelle mon adolescence. Ah punaise. Bref, continuons. Du coup, comment ça se passe une séance d'hypnose vraiment en tant que telle ? Une séance d'hypnose, comme je disais, voilà, le thérapeute, en gros, quand vous allez voir un hypnothérapeute, vous allez en fait, d'abord, comme chez un psy, vous lui expliquez votre problème. Et puis en fait, il va vous poser des questions. Il va essayer un petit peu de creuser un peu le sujet avec vous, parce qu'en fait, quand il va vous poser des questions, il va essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre fonctionnement, votre personnalité, et du coup, pour essayer de savoir un petit peu comment il va devoir orienter la séance qu'il va faire. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, on peut trouver plein de vidéos d'hypnose sur YouTube, parfois des très bonnes et parfois des moins bonnes. Et en fait, notamment, il y a Benjamin Lubzinski, je crois, c'est un nom comme ça, c'est un nom polonais. Il est très connu, on le voit même dans des YouTube poop. Ce gars-là, alors c'est pas lui qui fait les YouTube poop, hein, mais il y a des gens qui ont repris ses vidéos pour faire des YouTube poop. Et en fait, il est très connu parce que voilà, il propose des séances d'hypnose. Les séances d'hypnose, ce qu'on peut trouver sur internet, fonctionnent, mais alors je dirais pas que c'est pas aussi efficace, mais on va dire qu'il faut les prendre un peu avec des pincettes, ces séances d'hypnose, dans le sens où vous n'avez pas l'accompagnement thérapeutique un peu personnalisé qui va avec. C'est pour ça que ça peut être bien de temps en temps de faire une séance sur internet, mais ça reste mieux d'aller voir un thérapeute qui va réussir à s'adapter à votre personnalité et tout ça et tout ça. Et en fait, avec le thérapeute, donc il va vous poser des questions, et puis il va commencer à vous expliquer un peu ce qui va se passer dans la séance. Alors, ils fonctionnent pas tous de la même façon, des fois, enfin moi je me souviens que le premier hypnothérapeute que j'ai vu, il m'avait pas expliqué ce qu'allait se passer, ou au moins dans des très très grosses lignes, mais je sais que l'hypnothérapeute que je vois aujourd'hui, elle explique tout le temps les séances en fait qu'elle va faire, et du coup c'est bien parce qu'on commence plus ou moins déjà à préparer la séance d'hypnose en amont de la séance pour de vrai, et ça aide un petit peu l'imaginaire justement du cerveau à fonctionner, et enfin voilà, ça le prépare bien pour le coup. Donc ça vous met en condition, on va dire déjà. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est prêt, on vous invite à vous installer soit sur un divan, soit sur une table d'auscultation, soit dans un bon fauteuil bien confortable. La dernière séance en date que j'ai faite, c'était justement avec mon hypnothérapeute, comme je disais, et c'était par internet parce qu'elle a déménagé un peu plus loin. Moi, ça aurait fait beaucoup trop loin pour y aller sur le temps du midi du boulot. Bon, je vous passe les détails, mais l'avantage, vous voyez derrière moi là, j'ai un super fauteuil qui peut s'incliner comme ça, et du coup, j'étais super yimbe. J'avais mis au niveau des lumières, j'avais mis une ambiance un peu feutrée, justement. Là, les lumières sont roses, j'avais dû les mettre en bleu nuit, tout ça. J'étais vraiment très bien installé dans mon petit bureau. Qui est pas si petit que ça, d'ailleurs. Bref. Donc vous vous installez, voilà, dans le fauteuil, et puis la séance commence. Donc le thérapeute vous invite à fermer les yeux, à vous détendre, à respirer calmement, et puis il va commencer à vous raconter la fameuse petite histoire, si on peut appeler ça une histoire, qui va justement solliciter votre imaginaire, votre subconscient, votre inconscient, et il va
Donc les séances sont très différentes, donc là je rentre pas dans le détail parce que il existe tout un tas de séances possibles et imaginables en fonction de ce qu'il y a à traiter. Et puis à la fin de l'exercice, en général on vous invite à juste faire entre guillemets une minute de silence. J'appelle ça comme ça, mais en gros c'est un petit temps voilà, où le thérapeute ne vous dit plus rien. Le but en fait c'est un petit peu que les pensées se rassemblent, se remettent un petit peu dans l'ordre, voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, on vous invite à vous réveiller quand vous voulez, comme vous voulez. Et là, généralement, on est bien tout détendu. On est bien, voilà. Et puis après, il y a un léger débrief. Alors, ils évitent de trop revenir sur la séance qui vient de se passer. C'est histoire d'éviter de refouiller un petit peu tout ce qui vient d'être travaillé. Et donc voilà, il y a un petit débrief quand même. Et puis après, vous passez à la caisse et puis vous y allez. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le chat Ah oui, alors attendez, j'ai loupé plein de messages. On ne veut pas savoir Street, j'en étais là, oui d'accord. Mais depuis, je ne suis plus le même, je vous rassure, j'ai changé de... Mon Dieu. Street photographie est à fond. Général Lee, le roux. Oui, si on parle de Benjamin Lubzinski, oui, je crois qu'il est roux, il a une barbe un peu moustache, un peu comme moi, là, à peu près de cette longueur-là aussi. Mais ouais, il est connu, puis il a une voix un petit peu comme ça. Alors c'est vrai que les thérapeutes, ils ont une voix à la limite de l'ASMR, hein, mais c'est voulu justement pour mettre en condition et tout. Ah non, tiens, jamais avec les animaux, même avec une petite belette. Mais de quoi vous parlez là? Arrêtez de parler d'animal, n'y pas farouche la belette. Désolé Chris, mais c'est encore loin de Sylvia Christel et son célèbre fauteuil. Ah, je ne connais pas Sylvia Christel. La minute de silence, c'est pour le deuil de ton bifton de sang. Ouais, non, alors j'ai jamais eu à payer 100 balles pour une hypnothérapie, mais après, voilà, ça dépend des thérapeutes. En général, ça doit être aux alentours, alors entre 40 pour les moins chers et peut-être 70-80 pour les plus chers. Je pense que ça doit aussi dépendre de où vous habitez. Je pense qu'en région parisienne, ça doit automatiquement être plus cher aussi. Ça me rappelle tellement les séances. Bon, j'arrête, j'ai pris des cours du soir en humour chez un certain Yann qui a une chaîne 12p sec. Tu m'étonnes, je comprends mieux Street Photographie. Et ça a l'air d'être prometteur. Sylvia, c'est Emmanuel, trop jeune pour toi. Ah, pourtant, des références de boomer, j'en ai plein, mais celle-ci, je l'ai pas. Mais ouais, des références de boomer, j'en ai un paquet. Tenez, je vais vous prouver ça tout de suite. Ah, attendez. Je prépare l'écran exprès avant de vous le montrer. Là. Hop, je clique ici. Et regardez bien ce que je vais vous montrer. Caméra plus écran. Voici ma playlist Spotify. Qui contient pas moins... donc c'est Oldies, pas moins de 463 titres. 31h40 et c'est que des chansons des années 70, 80, voire 60 et peut-être un petit peu de 90. Et voilà. Et quand je vous dis que des références de boomer, il y en a un paquet là-dedans, là-dedans vous êtes servis. Mon profil Spotify est public, hein. Si jamais vous voulez me suivre sur Spotify, vous en avez tout à fait la possibilité. Bref, passons sur ce truc-là. Alors... Ah, on est sur... Eh bah oui, bah voilà, mais vous venez de casser mon innocence, là. Des films, oui, interdits aux moins de 18 ans, d'accord. D'accord, bien. Eh bah non, je ne... alors attendez, est-ce que c'est ça qu'on appelait par hasard les films d'Emmanuel ? Dites-moi dans le chat, mais on va pas trop s'attarder là-dessus, on va recentrer sur l'hypnose après. Mais oui, maintenant qu'en fait, vous... Mais bon, voilà, je n'ai... Voilà, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Bon, bah voilà, alors je n'ai jamais regardé ces films-là. Enfin, pas ceux d'Emmanuel en tout cas, bref, passons. Revenons-en à l'hypnose si vous voulez bien. Donc je vous ai décrit un petit peu la séance du coup d'hypnose, comment ça se déroulait. Et donc, comme je disais, il n'y a absolument rien de magique. Pierre Bachelet avait fait la chanson, d'accord. C'était pas au moins dit. Bref, quoi qu'il en soit. Où est-ce que j'en étais ? Enfin, dans quoi je voulais continuer déjà ? Séance d'hypnose, oui. La semaine dernière, quand on a parlé, je vois que j'ai des petits drops de live. J'espère que ça se passe bien pour vous. Ah, ça a l'air de revenir.
J'ai eu un petit peu de drop. Ouais, ça a l'air de... Ça clignote un peu dans le rouge. J'espère que ça pose pas trop de problèmes de votre côté. Perdu! C'est mes bites! Merci Archibald. Ça se fiche parfois. J'ai envie de dire, tant que vous avez le son, c'est ce qui compte. Bon. On va faire avec. De toute façon, je pourrais pas faire mieux. Il doit y avoir du monde sur la 4G ce soir. Sur l'antenne de là où j'habite. Et ouais, dites aux gens d'arrêter d'utiliser la 4G, laissez passer, laissez passer mon live, s'il vous plaît. Clem qui dit, et moi j'ai eu la ligne 12, donc pas grave les drops. D'accord. Du coup, j'en étais... Oui, voilà. La semaine dernière, on avait fait aussi un petit crochet vers le EMDR. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé rapidement de ça. EMDR, je vais remettre parce que je sais plus exactement ce que veut dire cet acronyme. EMDR. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, c'est-à-dire désensibilisation et retraitement par mouvement oculaire. Alors, qu'est-ce que l'EMDR ? Je vais vous raconter un petit peu tout ça. De ce que je vous en avais dit la dernière fois, l'EMDR, c'est quelque chose qui est plus ou moins en phase d'être prouvé, mais qui a encore besoin de preuves pour montrer que ça existe, en tout cas de ce que j'en ai compris, puisque c'est pas impossible que du coup il me manque des infos à ce sujet. J'ai l'impression que ça drop encore, je vois mon truc qui est rouge, ça me fait chier. Je vais voir si je peux pas virer des trucs qui utiliseraient la bande passante inutilement. Là j'ai Discord, là j'ai OBS, je suis obligé de les garder quand même. Ça je peux le fermer à la rigueur. Ah, attendez, parce que là du coup mon écran c'est devenu n'importe quoi pendant 2 secondes. Je vais remettre voilà, ma tête 2 secondes. Juste le temps de couper 2-3 trucs qui utiliseraient de la bande passante inutilement. Ce serait pas plus mal. Paf. Non, ça on n'utilise pas. Ouais, ça je vais le couper. Attendez, hop. Merde, ouais, je suis toujours là, si c'est bon, tout va bien. Faudrait pas que je coupe mon live, ça serait bête. Ça c'est bon, ça utilise pas de bande passante, ça c'est bon, ça c'est bon. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Ouais, bah j'ai pas grand chose qui utilise de la bande passante pourtant ce soir. Bah tant pis, va falloir faire avec. Bon, j'ai coupé 2-3 trucs, espérons que ça suffise. Téléchargement des films pour ce soir. Ouais, ça m'intrigue, Emmanuel. Alors du coup le MDR, on était là-dessus. Alors non, c'est pas le mort de rire, non c'est pas ça Archibald. L'ASMR, c'en est pas non plus, c'est encore différent. Ah oui, maintenant que je suis dans le bus, ce sont des vrais drops. Donc le MDR, voilà, je vous expliquais, donc oui c'est en gros un truc avec les yeux. Alors qu'est-ce que c'est ? Le MDR, j'en ai fait pendant mes premières séances, et en gros... vous savez quoi, je vais carrément vous raconter comment se déroulait la séance avec l'hypnothérapeute. Donc qu'est-ce qu'il me racontait, qu'est-ce qu'il me demandait d'imaginer. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas l'hypnose, vous allez voir que c'est un truc... moi personnellement je trouve ça vachement bien, c'est un truc à vivre. Donc en fait, il me faisait m'imaginer dans un train. Le genre de train un petit peu Orient Express, vous voyez, les genres de trains un peu classe, confortable. Pas la seconde classe SNCF d'aujourd'hui où t'as les gosses qui hurlent derrière toi et puis vous voyez un peu le bordel. Non, là on est vraiment dans le train classe avec les fauteuils en cuir, voilà. C'est important quand on est en état d'hypnose d'être bien détendu, et donc c'est pour ça que on insiste beaucoup sur le contexte. On vous fait imaginer que voilà, vous êtes dans un fauteuil en cuir, que je me rappelle, il y avait une phrase qui répétait souvent l'hypnothérapeute, c'était et le train avance et les paysages filent le long des vitres et vous êtes assis en sécurité à l'intérieur du train. C'est un peu le genre de phrase voilà, qu'on va vous dire pendant les séances d'hypnose. Donc voilà, ça sera pas toujours dans un train que ça se passe, ça peut se passer dans plein d'autres contextes différents. Mais voilà, c'est un peu le genre de choses qu'on vous raconte, on vous demande d'imaginer des trucs.
Et du coup, bah voilà, donc genre de train, tranquille et tout, et vous voyez que c'est assez métaphorique, dans le sens où le train qui avance va représenter d'une certaine manière la vie qui avance, que moi je suis assis en sécurité à l'intérieur du train, donc à l'abri de tous les problèmes qui pourraient me poser problème justement. Et pendant ce temps-là, les paysages filent le long des vitres, hein, avec entre guillemets le côté un peu inexorable des choses qui avancent, qui défilent et contre lesquelles on ne peut aller. Donc ça, on va dire, c'était un petit peu le côté métaphorique de la chose. Et puis donc arrive un moment dans... Alors faut savoir une chose, c'est que pendant qu'il me racontait cette histoire de train qui avance avec les paysages qui filent le long des vitres, il me donnait en fait des petits coups comme ça avec ses deux doigts, index et majeur, dans les mains alternativement 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc moi j'avais les mains en fait posées sur les jambes, les mains posées comme ça à plat sur les jambes, et puis lui en fait avec ses mains il faisait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je pense qu'en fait ça rajoutait un petit peu au côté sensoriel de la chose, en mode c'est le train qui avance, parce qu'il y a le côté un petit peu vibration du train qui est représenté par ses mains, ses mains qui tapaient en fait dans les miennes. Et donc arrive un moment dans la séance où il dit, et là vous regardez au dehors et vous allez imaginer, alors il le disait pas comme ça, mais l'idée c'était ça, c'est j'imagine un grand écran, genre écran de cinéma qui se trouve dehors dans un champ comme ça. Le truc qui a dans la vraie vie aucun sens, on est bien d'accord, mais on est sur un truc un peu onirique, donc le truc qui justement, si vous en rêvez la nuit, ça vous choquera absolument pas. Et voilà, on est sur un truc complètement onirique. Et puis, donc on imagine un écran, voilà, un grand écran, et en fait, à partir de ce moment-là, alors j'ai oublié de préciser, cette séance-là, c'était clairement pour soigner un traumatisme. C'est d'ailleurs ce que je vous montrais sur mon écran, le MDR, c'est fait pour essayer de soigner les traumatismes par une thérapie, du coup, on va dire, douce. Je vais pas dire alternative, je vais volontairement dire douce, parce qu'il n'y a pas de produits pharmaceutiques qui entrent en ligne de compte. Et donc, du coup, on en était, voilà, cette histoire d'écran qui est à l'extérieur. Donc, comme on est un petit peu comme dans un rêve éveillé, entre guillemets, voilà, on est consentant à imaginer qu'il y a un écran qui se trouve au dehors du train, et puis, et voilà, ça choque personne. On est en pleine séance d'hypnose, tout va pour le mieux. Et donc en fait, il me dit à ce moment-là, l'hypnothérapeute, vous allez laisser venir ce qui vient sur cet écran. Sachant que moi, je lui avais parlé que c'était mon problème, du coup, de peur de vomir. Et du coup, il y avait le fameux événement traumatique que je vous ai raconté la semaine dernière, où j'avais été malade devant toute ma classe, et que moi, ça m'avait valu des crises d'angoisse, des choses comme ça, parce que j'avais peur que ça se reproduise, et tout et tout. Donc du coup, moi, automatiquement, ce qui venait, et j'étais un peu conditionné à ça, vu qu'on en avait parlé avant, forcément, c'était justement ces moments de crise d'angoisse, ces moments où j'avais été malade devant tout le monde. C'était ces moments-là que je me représentais en fait être projeté sur l'écran. Et moi je suis toujours à l'intérieur de mon train, voilà, je suis en sécurité, tout va bien. Ce qui se passe au dehors ne m'atteint pas. Vous voyez un peu toujours, on file la métaphore tout au long de la séance d'hypnose. Donc voilà, et là en fait, du coup, il me dit... pour aider un peu à faire venir les idées, il se met à claquer des doigts comme ça alternativement, gauche-droite, 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 à côté des oreilles. Tac, 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 comme ça. Et il me dit, et là, qu'est-ce qui vient ? Donc, tant qu'il y a des choses qui viennent, il me demande de le verbaliser. Donc, quand je dis verbaliser, voilà, littéralement, je parle pendant la séance d'hypnose pour vous dire que je ne suis pas endormi, hein, je suis conscient de ce que je dis. Des fois, c'est un peu dur, surtout les premiers coups, d'ouvrir la bouche et de se mettre à parler parce que on n'est pas endormi, mais pas complètement éveillé non plus. Et puis il y a des moments où on se dit attendez, est-ce qu'il faut vraiment que je parle ? Enfin voilà, on sent qu'on n'est pas dans un état non plus complètement normal entre guillemets. Bon. Et puis donc voilà, une fois qu'il n'y a plus rien qui vient sur cet écran, là il me dit ouvrez les yeux, donc j'ouvre les yeux un peu dans les vapes, toujours un peu sous l'emprise de l'hypnose, donc les yeux un peu mi-clos on va dire. Et là, du coup, il fait justement ce fameux truc de MDR. Et il me demande de suivre les doigts. Donc, tac, tac, tac. Il passe sa main devant les doigts comme ça. Ça rappelle un peu le mouvement de la fameuse horloge, le montre à gousset là, qu'on agite devant la personne. Ça fait un peu penser à ça. Sauf que il avait pas de montre à gousset. Et donc, il fait hop.
Hop, et quand il a fini, fermez les yeux. Et on recommence, le train il avance et tout, et puis là sur l'écran est-ce qu'il y a des choses qui viennent? Oui, et ben on recommence, tac 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 tac, on claque des doigts, et puis quand il n'y a plus rien qui vient, pof, on rouvre les yeux, et puis on fait de l'MDR. Ça doit être fait à peu près 2 ou 3 fois selon les séances. Et puis, après ça, la séance continuait, c'était pas encore fini, et il me faisait m'imaginer d'un seul coup devant un bureau. Alors là c'est pareil, ça n'a rien de choquant dans le sens où on est de 1 dans une séance d'hypnose, et de 2, un petit peu comme justement quand vous rêvez, d'un seul coup le décor change et ça ne vous choque absolument pas. C'est un peu le même ressenti, on va dire. Donc, il me fait m'imaginer devant un bureau avec des dossiers qui sont posés sur le bureau, et puis on va ranger les dossiers, on va faire des piles, voilà, on va faire tac tac tac, on tape les papiers sur le bureau, on fait des piles bien propres, et puis ces piles-là, on va les ranger dans des tiroirs, dans des chemises en carton, voilà, les chemises en carton, on va les ranger dans des tiroirs. Les tiroirs, on ferme la clé à double tour, et puis on range la clé dans un endroit qu'on connaît bien. Et surtout, là, une phrase aussi qui est marquante et qui est importante, là, l'hypnothérapeute nous dit « Et c'est vous seul qui décidez de quand vous voulez ressortir cette clé-là pour... » Sous-entendu, en fait, là, la métaphore, elle sert à 2 choses. Elle sert de 1, à ranger les idées traumatisantes dans un coin de notre tête pour qu'elles nous fassent pas chier. Et surtout, quand il dit aussi c'est vous qui décidez quand vous ressortez ces dossiers, ces machins, c'est clairement pour essayer de redonner un petit peu de self-control sur nos propres pensées et éviter justement qu'elles nous envahissent. Vous voyez un petit peu la métaphore, dans le sens où, voilà, c'est moi qui décide si je veux y penser, c'est pas mon cerveau tout seul qui décide d'y penser. Et voilà comment se déroule la séance. Et puis à la fin, du coup, une fois qu'on a fini de ranger le bureau, on imagine qu'on a un livre entre les mains, et puis petit à petit les mains vont se joindre. Et puis quand elles se sont jointes complètement, on a refermé le livre, on fait la fameuse minute de silence dont je parlais il y a quelques minutes, et puis après on se réveille. Donc ça, voilà, ça c'est la première séance d'hypnose que j'ai faite plusieurs fois, pendant... je ne vais pas dire combien de fois, peut-être une 12aine au total. Donc pendant un certain temps, et dont le but du coup était de faire en sorte de calmer les crises d'angoisse in fine que je pouvais faire. Et qui m'a clairement permis de soigner mes crises d'angoisse, puisque les premiers temps, voilà, j'en faisais quasiment une toutes les semaines, et puis du coup, petit à petit, en fait, ça s'est espacé, ça a été toutes les 2 semaines, puis toutes les 3 semaines, puis tous les mois, et puis après, voilà, je continuais d'en faire, mais ce qui m'a aidé, ça a été, on va dire, un petit peu de changer. Donc là, je vous racontais tout mon parcours psy la semaine dernière, donc je vous renvoie au replay qui est sur ma chaîne YouTube ou qui doit être encore sur notre chaîne Twitch à l'heure qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'il se dit dans le chat? Pas la peine de me demander de se déshabiller, je suis déjà en slip, je vous laisse avec cette image. Merci Archibald. Et le train, il défonce le tunnel. Non, il n'y avait même pas de tunnel dans l'histoire. Métaphore, on va en ville. Métaphore, on va en ville. Bien, Archibald, bien. C'est super pour toi, ça. Bah ouais, complètement, comme je dis, ça m'a aidé. Après, voilà, je dis, ça a pas tout fait, et c'est pour ça que j'ai repris des séances après que je vais vous raconter aussi. Mais là, on va dire que c'était un petit peu pour illustrer le MDR, parce qu'il y avait ce côté à la fois hypnose et... désensibilisation par le mouvement des yeux. Alors, donc ça a été, comme je disais, les premières séances que j'ai faites et puis qui m'ont été bien utiles pour calmer les crises d'angoisse. Pour information, parce qu'on n'en a pas du tout parlé les dernières fois, et d'ailleurs j'avais pris une note. Ouais, il y a une chose que j'ai pas dite la semaine dernière et que je vais vous redire maintenant, donc on va ouvrir une parenthèse, on la refermera après et je vous raconterai d'autres séances d'hypnose que j'ai vécues. La semaine dernière on parlait de phobie, tout ça, et il y a une petite explication qui est très intéressante, une petite métaphore ou une comparaison encore une fois, qu'on pourrait faire, et que j'ai directement pioché dans le C'est pas sorcier sur les émotions, big up à Fred et Jamy, dans lequel ils expliquent qu'une phobie, en fait, c'est un petit peu comme si dans le cerveau, il y avait une autoroute qui était ouverte entre le centre qui analyse la situation, on va dire,
et le centre de la peur. Là où chez une personne lambda, l'information circule dans le cerveau entre le centre des analyses, le centre de la peur et puis les autres centres qui indiquent comment réagir, grosso merdo, elle circule, on va dire, tout au même rythme. Et ben quand on a une phobie, en fait, on a une autoroute qui fait que ça va aller directement vers le centre qui analyse la peur, et enfin qui déclenche en tout cas les réflexes de peur et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien expliqué en fait sur le principe, donc c'est pas sorcier sur les émotions, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Et ça parle un peu de communication non verbale aussi dedans, donc vu qu'on en parlait tout à l'heure, ça peut vous intéresser. Voilà, donc ça c'était un petit ajout que je voulais faire. Deuxième ajout que je voulais faire par rapport à la semaine dernière, et ça va permettre de revenir petit à petit sur le live de ce soir, parce qu'on n'a pas du tout parlé de médication. Est-ce que j'ai pris des médocs? Est-ce que j'ai pris... Enfin, à quelle fréquence? Combien? Quelle quantité? Voilà, tout ça. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai testé plusieurs choses. La première chose que j'ai eu à tester, c'était du Lexomil. Donc Lexomil, c'est très connu, c'est un médicament, alors j'ai plus tous les noms exacts en tête, hein, vous me pardonnerez, mais en gros, le Lexomil, c'est un calmant. Alors faut savoir que moi, c'était une boîte, en gros, pour le coup que ma mère gardait parce qu'elle voulait pas que... Parce que le Lexomil peut créer de l'accoutumance. Et j'ai envie de dire, elle a bien fait de garder la boîte, non pas parce que moi je sentais accro, mais au moins j'étais sûr de pas tomber dedans dans la facilité, quoi, on va dire. Alors, donc le Lexomil, en fait, c'était une petite boîte qui était pas plus grosse que cette tasse à café vide, voilà. Dans laquelle, dedans, il y avait des comprimés qui étaient sécables et qui étaient divisibles en 4. Et moi, en fait, sur moi, j'avais en permanence, donc ça c'était au début où je faisais des crises d'angoisse, j'avais en permanence sur moi un quart en fait de comprimé, vu qu'on pouvait le couper en 4. J'avais en permanence sur moi un quart de comprimé. Et dès que je faisais une grosse crise d'angoisse, du coup, je prenais mon petit quart de comprimé et ça m'aidait à me détendre. Ça, ce truc-là, donc le Lexomil, je l'ai gardé... je saurais plus combien de temps je l'ai gardé, mais je suis assez rapidement, alors je dis assez rapidement, c'était peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, passé, je crois, c'était de l'alprazolam. Alors attendez, c'est alprazolam? Je sais plus, mais c'est un autre calmant, qui était un peu moins fort, pour le coup, et du coup, qui était classé... Alors le Lexomil, attention, c'est pareil, c'est parti, alors je sais pas à quel niveau il est, mais il faut éviter de conduire avec. Le médicament que j'ai pris après, je crois que c'était alprazolam, mais le truc, en fait, c'est qu'il y en a 2 qui se ressemblent, et je sais plus par lequel des 2 j'ai commencé, mais bon, en tout cas j'en ai pris un, voilà, qui justement avait des effets un peu somnolents sur moi, donc quand j'en prenais, voilà, après j'étais un peu dans les vapes, mais ça finissait par passer, au moins ça calmait bien. Alors faut savoir que j'en prenais, comme je disais, dès que je faisais une grosse crise d'angoisse, et en général, du coup, comme si vous avez bien suivi, du coup j'en prenais pas plus de un quart de Lexomil par semaine. Et puis après l'alprazolam, c'était du coup je crois, alors les comprimés étaient sécables en 2, donc je prenais qu'une moitié. Et vraiment pour les grosses crises d'angoisse, j'en prenais un entier. Mais voilà, même dès lors où j'ai été indépendant, que j'étais plus chez mes parents et tout ça, j'ai toujours gardé, on va dire, ce truc-là, même si j'avais ma boîte de comprimés sur moi, la limite de me dire... J'attends quand même de me sentir vraiment très stressé pour en prendre et pas sauter dessus à la moindre occasion, parce que des fois, je me suis rendu compte aussi avec le temps que des fois le stress, j'arrivais très bien à le calmer tout seul, donc ça servait à rien de tomber là-dedans. Donc on va dire que je gardais un petit peu de jugeote, quoi, je cédais pas à la panique trop rapidement, on va dire. Et donc du coup, ce médicament avait des effets un peu somnolents, et puis la semaine dernière, je vous racontais justement que j'avais fait de l'acupuncture. Et du coup, le médecin ostéopathe acupuncteur que j'avais été voir, il se trouvait que quand j'avais été le voir, et que je connaissais bien du coup, je n'avais plus d'alprazolam, et il m'a prescrit autre chose, donc soit c'est l'alprazolam, soit c'est l'autre. Alors c'est pas du zolpidem, je lirai vos messages après, mais c'est pas du zolpidem, enfin il y en a un des 2, c'est un autre nom, mais j'ai oublié. Et donc, attendez, je regarde si j'ai pas ma sacoche, non j'ai pas ma sacoche ici, mais le fait est que, bon, du coup j'en ai toujours sur moi, sauf que j'en prends, on va dire, pour ainsi dire, plus.
Alors, je vais revenir sur la façon dont j'en consomme, façon de parler, aujourd'hui, mais je poursuis mon histoire. Bref. Le fait est que j'en avais plus. Et le fait est que le simple fait de savoir que j'en ai sur moi... Zolpidem, c'est un somnifère. Ouais, donc du coup, j'ai jamais pris de somnifère de ma vie. Le simple fait de savoir que j'en avais sur moi me rassurait. Donc, parce que je me disais que voilà, si demain, à un moment donné, je fais une grosse crise d'angoisse, au moins je sais que grâce à ça, j'arrive à me calmer. Et donc, ce troisième médicament qu'on va appeler Tartampion, que je prenais, du coup, il n'y a plus de musique. Ah, alors attendez, je crois qu'en fait c'est le live sur lequel on était de la lo-fi qui a planté. Ah, il y a une pub, j'aime pas les pubs, c'est chiant. 3, 2, 1, 0, je passe la pub, c'est bon, c'est revenu. Ok. Donc oui, qu'est-ce qu'on disait, Alprazolam. Oui, donc le médicament Tartampion, c'est en gros une version qui est censée être pas forcément plus forte, mais qui a une plus longue demi-vie en fait. De médicaments, et du coup, enfin si, ça calmait plus vite, et du coup celui-ci était niveau 3. Mais c'est marrant, c'est que ce médicament Tartampion étant niveau 3 ne m'a jamais donné la moindre sensation de somnolence, si bien qu'il m'est déjà arrivé de conduire, je devrais pas le faire, on est bien d'accord, mais il m'est déjà arrivé de conduire après avoir pris ce médicament-là, mais parce que je savais que en fait il ne me faisait absolument pas dormir et que je restais en pleine capacité de mes moyens. Déjà, je prenais qu'une moitié de ce médicament-là, d'une part, et plutôt qu'un entier, et d'autre part, le fait est qu'il avait un effet qui me calmait, mais il n'avait pas d'autres effets secondaires, pas que j'ai constaté en tout cas sur le moment, et donc c'était très bien comme ça. Donc ça, c'est pour les médicaments, on va dire, qui fonctionnent. Maintenant, pour les médicaments qui ne sont pas catégorisés comme fonctionnels. Je sais pas comment dire ça. Mais j'ai testé pour vous l'homéopathie. Alors, l'homéopathie. Je sais plus si j'ai pris les petites granules, vous savez, qu'on tourne, là, qui tombent après dans le bouchon, et puis qu'on fait... disant faut pas les toucher avec les doigts parce que sinon ça marche pas. Bref. L'homéopathie. Alors, j'ai été témoin moi-même d'un effet placebo grandiose. Je vous raconte ça. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah tiens, salut Clem. Bonsoir Clem, ça va bien ? Salut. Non, je te laissais parler parce que c'était important que tu sois concentré et ça y est, je viens de rentrer chez moi. Ah, après un long périple. Oh oui, un bel after et puis entre collègues. Bon. Non mais tu parles d'homéopathie en plus, donc c'est parfait, on va continuer avec ça. Allons-y. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de drop à l'heure qu'il est, donc c'est parfait. Enfin, ça a l'air d'être plus calme que tout à l'heure. Bref, je reprends donc avec mon histoire d'homéopathie. J'ai été témoin de mon propre effet placebo. Un jour... Ah non, je vais pas reprendre l'habitude de danser sur la farandole parce que j'ai pas envie de faire ça toute la soirée. Alors, donc en fait, voilà, il se trouve que j'avais commencé, alors je sais plus si j'étais en stage ou si j'avais commencé à bosser dans ma première boîte, mais le fait est que voilà, un jour comme ça, grosse crise d'angoisse, comme ça me faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, et je n'avais plus d'alprazolam sur moi, genre du coup est-ce que c'était alprazolam ou l'autre, je sais plus, mais je n'avais plus de ça, et j'étais un peu en panique. Enfin, entre guillemets, en panique, dans le sens où je me disais, je vois bien que je suis dans un état pas bien, et puis du coup, j'ai commencé à en parler à mon responsable, parce qu'ils n'étaient pas forcément au courant, vu que c'était un sujet qui était encore relativement tabou pour moi, l'hémétophobies. Donc j'ai été me calmer dehors, et puis il m'a dit, écoute, essaye de voir si tu peux aller à la pharmacie à côté, et tout, machin. L'homéopathie, c'est pas avec ça qu'Arnaud charge ses cartouches. Si seulement, ça pourrait être drôle. On pourra lui proposer un de ces quatre. De la chevrotine d'homéopathie. Bref, et du coup, donc je vais à la pharmacie à côté de mon boulot à l'époque. Et là, l'effet placebo, moi, je sens quand il se met en place, parce que même quand je suis réellement malade, genre une grippe, tout ça, on a tous, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais je sais que ça fait ça à plein de gens en tout cas, cet effet-là où quand tu vas chez le médecin, t'as l'impression déjà de te sentir un peu mieux.
Voilà, donc moi je sais que je suis assez réceptif. Je pense que moi on me donne un placebo, je guéris sans problème. Bref, et donc... Ah, les emojis d'Arnaud, super ça, Archibald. Et du coup, j'entre dans la pharmacie et je sens que déjà ça commence légèrement à aller mieux. Je suis toujours voilà, très anxieux et tout ça. Et à l'époque, l'homéopathie, pour moi, je savais pas que c'était du bullshit total, quoi. Je l'ai appris en découvrant le monde de C'est ça qui est bien. C'est ça, et exactement. Et donc je l'ai appris, T'as voilà. vu l'évolution. Exactement. Donc je l'ai appris, comme je disais, oui, avec tout ce qui est esprit critique, les chaînes, tout ça qu'on connaît tous. Et donc voilà. Du coup, j'entre dans la pharmacie et on me dit, bah, je peux pas vous donner d'alprazolam parce que c'est forcément sous sous ordonnance. Mais par contre, si vous voulez, j'ai de l'homéopathie. Et bon, bah, donner, on verra bien si ça marche. Je prends... Alors, c'était du sédatif PC. Je prends mon truc de sédatif PC. Ça, en plus, c'est bien, ça peut se croquer, c'est un peu sucré. Ah, c'est du sucre, hein, de toute façon. Donc, je prends du sédatif PC, je croque. Bah, tenez-vous bien. Même pas une minute après, ça allait déjà mieux. Alors qu'avec des vrais médocs, ça prenait du temps. Je sentais l'effet, hein, mais ça prenait un certain temps et l'effet était complètement différent. D'un seul coup, je me sentais mieux. J'avais une espèce de bouffée d'oxygène et j'ai continué, on va dire, un petit peu à prendre l'air dehors et puis à retourner au boulot après et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais et donc, bah, du sédatif PC. Pour moi, l'homéopathie, c'était la même chose qu'un médicament, sauf que t'avais pas d'accoutumance. Donc, du coup, j'en prenais au moindre petit truc de stress, paf, coup de sédatif PC. Ça a jamais aussi bien marché que la première fois que j'en ai pris. Et après, c'était bof bof. J'avais aussi de la fleur de bac. Et la fleur de bac, bah, c'est pareil. Des fois, je faisais un cocktail homéopathie et fleur de bac. et c'était censé m'aider à me calmer et ça le faisait pas. Enfin, je veux dire, je finissais par me calmer par moi-même en fin de compte, quoi. Et donc, quelque part, il y avait l'effet placebo qui devait aider sans doute un petit peu à se calmer. Mais voilà, je pense que ça a pas beaucoup plus aidé que ça, à vrai dire. Alors, attendez, parce que je viens de voir que je vais juste faire une petite... je vais couper le son 2 secondes. J'ai reçu en fait un message vocal et j'aimerais savoir ce que c'est peut-être quelque chose qui est important. Donc je regarde ce que c'est le message vocal et je vous reprends. Bon, alors moi je reviens de ma salle de bain et je vois que j'avais de la lysopaïne. On demandera à Chris ce qu'il en pense. Bon, c'est bon, je reprends, je suis de retour, pas grand chose d'important, donc du coup je répondrai après le live. Bref, alors, donc oui, voilà, j'ai testé pour vous sédatif PC Ouais. et du coup fleur de bac et honnêtement, suivez les traitements des médecins parce que voilà, l'effet placebo a super bien marché la première fois que j'ai pris du sédatif PC. Après, c'était, je me calmais par moi-même, quoi, en soi. Alors, qu'est-ce qui s'est dit un peu dans le chat depuis tout à l'heure? Parce qu'il s'est dit plein de trucs, ça Ouais, fait un moment que j'ai pas Chris, lu. moi je me suis dit, tiens, dans ma salle de bain, j'ai trouvé un truc. Oui. C'est la lysopaïne. Ah, oui. Est-ce que c'était homéopathique ça aussi? Alors, c'est pas homéopathique, mais il me semble que les effets de la lysopaïne sont pas spécialement Ça, intéressants. c'est le on va genre de dire. truc que les pharmaciens un peu commerciaux essaient de glisser en plus dans Oui. tes achats, c'est ça? Oh bah, alors, tu fais bien d'en parler, parce que je vais vous donner une astuce. Alors, je vais vous Ouais. montrer. Je suis absolument pas sponsorisé par Big Pharma ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ce soir, on parle beaucoup de médoc. Ça, c'est du Gaviscon. Tout à l'heure, je vous parlais que j'avais souvent des remontées d'air, je Il y faisais a des du name François Hollande et tout ça. dropping. Alors, ça, c'est du Ah oui. Gaviscon. C'est en gros un truc qui est censé aider quand on a des brûlures d'estomac, ça aide plutôt bien, ou quand on a des remontées acides et tout. Et le Gaviscon,
si vous allez en pharmacie et que vous demandez du Gaviscon, il y a de grandes chances qu'on vous donne une boîte de Gavisconel, avec E2L à la fin. Oula! C'est exactement la même chose, le même produit, la même composition. J'en veux pour preuve que j'ai eu affaire aux deux. Et que aussi, vous pouvez regarder, il y avait une émission sur la 5 qui s'appelait, je crois c'est On n'est plus des pigeons, ou On n'est pas que des pigeons. On n'est plus des pigeons, je sais plus. Enfin bon, voilà. Si vous pouvez retrouver l'émission, elle est encore sur YouTube. Et en fait, il montrait clairement le côté... et là, pour le coup, alors j'irai pas crier à Big Pharma, mais en tout cas, on peut dire que là, les labos, c'est un peu des enculés là-dessus. Puisque... on va vous donner du Gavisconel, c'est exactement la même chose, c'est la même boîte qu'il fournit. La seule différence, c'est que le Gavisconel, en général, il est en tête de gondole, enfin, il est au niveau du présentoir, quoi, à la pharmacie, et il coûte plus cher que le Gaviscon. Et c'est le même produit, c'est la même composition. Donc maintenant, c'est quasiment le même nom. Et c'est quasiment le même nom, et il n'y a aucune différence si ce n'est que le nom et le prix. Donc, quand vous allez en pharmacie... et que vous avez, mettons, si vous avez besoin de Gaviscon, demandez bien. Si mettons, on commence à vous apporter du Gavisconel, qui m'est déjà arrivé, demandez bien à ce qu'on vous apporte du Gaviscon et pas du Gavisconel. Les pharmaciens généralement ils font voilà, un petit peu la moue et tout machin parce que forcément ils vont faire moins de com dessus. Il y en a qui sont honnêtes, hein. Ah, il y en a qui. Ah oui, il y en a qui sont honnêtes. C'est vrai que je suis tombé sur des pharmaciens comme ça qui essaient de te placer un petit truc en plus par rapport à ce que t'as sur ton ordonnance. Hop. C'est exactement ça. Mais voilà, le fait est que du coup, c'est le petit tips. Si un jour vous allez en pharmacie, que vous avez besoin de Gaviscon, si on vous apporte du Gavisconel, demandez non. Du Gaviscon. Parce que genre le Gavisconel, c'est pas loin de 10 balles la boîte, je crois, alors que ça, c'est genre 2 ou 3 balles la boîte. Pour dire quand même qu'il y a une grosse différence. Je veux pas dire de conneries, c'est peut-être un peu moins que ça la différence de prix, mais et la boîte de Gaviscon généralement elle est cachée justement derrière, là vous savez, là où les pharmaciens ils vont chercher leurs médicaments, généralement elle est cachée derrière. Donc là pour le coup on peut dire que c'est pas génial quand même. Hein. Et les je pense génériques, c'est ça ? Alors ça c'est encore autre chose, le coup des génériques, c'est juste que les molécules maintenant elles sont obligées enfin les brevets sont obligés d'être levés pour les molécules de médicaments de je sais plus quoi. Ouais. C'est juste une histoire de brevet en fait les génériques, c'est juste ça. Mais donc pour en revenir à cette histoire de Gaviscon, je pense pas que ça doit être le seul médoc où il y a 2 versions qui existent et du coup on vous vend la plus chère alors qu'il y a une moins chère qui existe. Donc faites juste gaffe à ça si un jour vous allez en pharmacie. Bref, du coup j'en étais rendu à lire le chat avant de repartir sur l'hypnose et vous raconter les autres séances que j'ai pu vivre. Alpraz va me les peindre de chouf aussi pour éviter de conduire après. Oui, effectivement. C'était mon apport personnel. Nitro, ne pas aller chercher. Pardon, donc c'est un somnifère, donc ça d'accord j'ai lu. On m'a donné du Valium, ça m'a rien fait. Ah ouais c'est dommage parce que le Valium... Enfin c'est dommage. Enfin, j'ai envie de dire, oui, c'est pas de chance parce que le Valium, pourtant, je crois que c'est un truc qui est quand même assez vénère. L'homéopathie, c'est pas avec ça ouais, donc ça, je l'avais lu, ok. La première fois que je suis rentré seul dans une pharmacie, c'était pour acheter des d'accord, et j'étais mal. Oh, on a tous vécu, voilà, cette petite gêne au début où, tu sais, tu le prononces vraiment à mi-voix pour pas que les autres clients à côté, ils t'entendent, et plus le temps passe, et en fait, plus tu t'en fous. Mais oui, je comprends bien. C'est comme le phytose. Ouais, le phytose, c'est... Alors, je sais pas... Le phytose, ils vendent ça comme étant un remède censé t'aider à dormir parce que ça contient de l'hormone du sommeil, la mélatonine et tout ça. J'en ai eu de le phytose, alors que j'avais pas de problème de sommeil spécialement, mais on m'avait dit si, pour le stress, ça pourra aider. Je peux pas dire si ça a marché ou pas, j'ai pas vraiment senti les effets autant qu'un effet Ralgan qui t'aide à ne plus avoir mal à la tête, quoi. Sédatif PC sponsorisé par Mélenchon. L'Isopaine pour la gorge. Oui, donc voilà, le Lisopaine, on en a parlé tout à l'heure. Il paraît que les effets, voilà. C'est parce qu'il y a PC. Alors, justement. Ah, PC, j'avais pas percuté. Ok, bien joué, Street Photographie, et merci Clem pour l'explication de Van. L'Isopaine pour la gorge, oui, donc. Alors, oui. L'Isopaine, je crois même qu'il est pointé du doigt par la revue très sérieuse. Comment elle s'appelle ?
Il y a une revue comme ça tous les ans qui sort un rapport en fait des médicaments avec. Moi, c'est la première fois qu'on m'en proposait, alors je me disais, ok, je vais en prendre. Ouais. Puis après, je me suis renseigné. Oui, d'accord. Oh, j'en ai pris pourtant à une époque du Lysopain. Ce qui mais... fait que j'en ai encore un demi-tube là. Ouais, voilà. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est mentholé, donc sur le moment, c'est bien, ça fait du frais dans la gorge, et puis en fait, un quart d'heure plus tard, t'as mal à la gorge à nouveau, quoi. Mais même sur la notice, c'est marqué, il faut pas en prendre trop, sinon ça détruit les bactéries bonnes qui sont dans la gorge et tout. Enfin bon. Ouais, alors effectivement, il y a de ça, à ce qui paraît. Mais je pourrais pas en dire plus, je suis pas assez expert du domaine. Mais bon, voilà, le fait est qu'il y a une revue, voilà, qui existe tous les ans, qui publie un rapport pour dire attention, il y a tel médicament, enfin, il fait une liste longue comme le bras de médocs qui peuvent être potentiellement dangereux si c'est mal pris, et même quand c'est bien pris, des fois, en fonction des situations des personnes et tout, voire que ça fait absolument rien, comme le Lysopain. Donc, et la première fois que t'es entré dans une librairie, c'est pour acheter un magazine sur la nature tout au fond du magasin. Pour acheter Fluide Glacial. Ah, les BD Fluide Glacial. Ensuite, ah oui, trop bien. C'est plus cher parce qu'il y a plus de lettres. Ouais, il doit y avoir de ça, sans doute. Et Microlax contre la toux, ça marche, t'oses plus tousser. Ouais, aussi. Bref. On va refermer la parenthèse médicaments parce que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai pris. Donc, j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai réussi à ne pas sombrer justement dans l'automédication à foison et puis à devenir dépendant à certains médocs. De ce côté-là, j'ai eu de la chance. Je pense qu'il y a des gens en fait qui ont tellement mal que quelque part ils n'ont pas le choix de prendre des doses de cheval à chaque fois et puis qui s'accoutument en fait à ces médicaments-là. Moi, de ce côté-là, j'ai eu cette chance-là. Et parce que, enfin, je pense que ce qui m'a aidé, ça a peut-être pas tout fait, mais ce qui m'a aidé en tout cas, c'est d'avoir constamment ce recul de me dire attention à l'accoutumance, attention à l'accoutumance, attention à l'accoutumance, etc., etc. Et du coup, je te vois venir Archibald. Et ben voilà. Mais il est très bien placé là. Je crois qu'on pouvait pas mieux le placer ce sample-là. Donc du coup on va revenir... c'est calmant. Oui, c'est ça hein, de toute façon. On va revenir un petit peu du coup sur les séances d'hypnose que j'ai pu vivre. Donc là, du coup, je vous ai raconté la première séance d'hypnose tout à l'heure qui était, on va dire, un peu désensibilisation, un traumatisme, histoire de calmer les crises d'angoisse. Et donc ça, c'est les séances d'hypnose que j'ai faites du coup avec le premier hypnothérapeute que j'ai vu. Et du coup, il m'a fait quasiment la même à chaque fois. Et en fait, comme c'est un sujet qui m'a intéressé beaucoup de près, ça vous l'avez compris en début de live, vu que j'avais regardé la fameuse conférence perdue sur Internet. Comme c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, voilà, je cherchais vraiment à creuser un peu le sujet et tout. Si bien qu'à un moment donné, j'ai fini par... concevoir moi-même mes propres séances d'auto-hypnose et qui, on va dire, m'ont aidé au moins à me détendre. Alors, que je vous raconte un petit peu tout ça. Il faut savoir que les séances d'hypnose, ça peut se faire tout seul. Comme je disais, vous pouvez aussi bien lancer une vidéo sur YouTube pour vous aider, mais vous pouvez très bien vous plonger vous-même en état d'auto-hypnose, vous raconter vous-même votre propre petite histoire, et vous aider un petit peu à traiter 2-3 choses comme ça. C'est toujours mieux d'aller voir un thérapeute qui saura mieux vous guider et mieux inventer, entre guillemets, les histoires qu'il faudra suivre. Mais voilà, vous pouvez faire des petites séances d'auto-hypnose, et donc je vais vous raconter celles que j'ai conçues par moi-même. Padjen qui est là, bonsoir Padjen, ça va bien ? On est en train de parler d'hypnose ce soir. Dans une série de 3 lives. Donc ça c'est le dernier live justement qui fait suite aux 2 précédents qui sont en replay sur ma chaîne YouTube perso. Comme ça c'est dit. Donc la séance d'auto-hypnose que j'ai conçue. Faut savoir que du coup, histoire de m'aider le plus possible à me détendre dès que je pouvais être, notamment dans les périodes hivernales, comme je vous disais, avec les retours des maladies et tout ça, j'avais besoin souvent de me détendre. Donc ce que je faisais,
c'est que généralement j'ai tendance à prendre ma douche le soir. Enfin, à cette période-là, en tout cas, je prenais ma douche le soir avant d'aller me coucher. Ça va, oui, merci, j'ai raté le début. Bah, ça sera en replay sur ma chaîne YouTube. À prendre ma douche le soir avant d'aller me coucher. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais la pomme de douche au-dessus de moi, voilà, avec l'eau qui coule en fait dans la nuque, à taper sur la nuque comme ça. Donc suffisamment chaud pour pas avoir froid dans la douche, et donc l'eau qui tape comme ça sur la nuque. Et en fait, je me plongeais moi-même donc dans l'état d'auto-hypnose. Donc dans ma tête, je me disais, alors soit dans ma tête, soit vraiment à voix très très basse, en chuchotant quoi. Je me disais, voilà, ferme les yeux, détends-toi et tout machin. Et donc la petite histoire que je me racontais pour me détendre, et ça à la rigueur, si un jour vous voulez essayer, c'est libre de droit, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc en fait, vous allez vous imaginer votre corps comme étant un grand récipient. Mais quand je dis un grand récipient, vraiment, ouais, votre corps est un récipient entier. Moi, j'ai imaginé, voilà, mon corps comme un récipient qui contient un liquide. Un liquide, on va dire, noirâtre. Et en fait, vous allez, par vous-même, vous demander d'estimer où arrive le liquide dans votre corps. Comme je dis, c'est un récipient. Mettons, si vous êtes un tout petit peu stressé, ça monte jusqu'à la cheville. Si vous êtes un peu plus stressé, ça monte jusqu'au genou. Et puis voilà, selon votre quantité de stress que vous ressentez sur le moment, vous représentez le liquide noirâtre montant jusqu'où vous l'estimez. Et en fait, vous allez vous imaginer que dans votre nuque, avec l'eau qui tape, s'ouvre une brèche par laquelle va rentrer l'eau de la douche, entre guillemets, dans votre corps. Et en fait, l'eau va avoir ce rôle un peu purificateur et va venir, en fait, petit à petit prendre la place de ce liquide noirâtre. Alors moi, l'eau, du coup, je l'imaginais comme un liquide bleu, un peu brillant, un peu comme le ventilateur. Bon, il change de couleur, ce ventilateur. Un peu comme, un peu comme sur mon casque, ce bleu-là. Un bleu un peu brillant. Et du coup, en fait, voilà. Et en fait... vous énumérez les différentes parties de votre corps que ça vient remplir. Donc, d'abord les pieds. Voilà, vous prenez bien votre temps entre chaque, vous respirez bien calmement les pieds, les chevilles. Vous faites monter petit à petit les mollets, les genoux, etc. Et vous continuez. Et en fait, plus le liquide bleu vient prendre la place dans votre corps, plus il va pousser le liquide noir vers l'extérieur. Un petit peu comme dans un verre d'eau où vous mettez de l'eau et de l'huile. Il y a deux phases avec l'huile dessus, l'eau en dessous. Donc ça vient pousser. C'est marrant parce que ouais. Avec mes souvenirs de relaxation simplement que j'avais fait, c'est à peu près les mêmes bases au départ. Ouais. Où t'imagines des boules bleues qui rentrent par différents endroits dans ton corps ou n'importe. Alors je veux dire, je l'ai conçu. Plutôt liquide ou plutôt. Ouais, alors je l'ai conçu, mais je l'ai pas sorti de mon chapeau complètement, dans le sens, alors les boules bleues, tout ça, j'en avais jamais entendu parler, mais dans le sens où le fait d'énumérer les parties du corps, apparemment, c'est un truc de sophrologie. Alors parenthèse, la sophrologie, ça fait partie des pseudosciences. En tout cas, ça a jamais été prouvé, du moins pas autant que l'hypnose ou quoi que ce soit. Et du coup, en fait, je me suis servi du fait d'énumérer les parties du corps en sophrologie pour concevoir, moi, derrière mon exercice qui se passe en prenant une douche. Et donc, du coup, voilà, pour reprendre un peu le cours de l'exercice, donc voilà, vous imaginez le corps qui se remplit petit à petit de ce liquide-là. Et en fait, quand vous nommez les deux liquides qui sont dans votre corps, vous dites bien que le noir, c'est celui qui représente le stress, le mal-être, la fatigue, la tristesse, enfin voilà, tous les sentiments négatifs que vous pouvez ressentir sur le moment. Et qu'à côté de ça, le liquide bleu, c'est le bien-être, la détente, l'énergie, le bonheur, enfin voilà, tout ce que vous voulez de positif qui peut vous aider. Et en fait, voilà, vous remplissez petit à petit le corps comme ça. Arrivez au niveau des épaules, là il se passe un truc, comment on fait pour remplir les bras? Parce que du coup, logiquement, vos bras sont plus ou moins le long du corps. Donc moi, ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'arrive en fait au niveau du cou, je me mettais à du coup énumérer en fait les doigts, comme si en fait le liquide commençait à tomber justement dans les doigts, vu qu'ils sont le long du corps. Donc les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras et tout. Et puis quand on arrive aux épaules, on reprend et on finit à remplir en fait tout le corps jusqu'aux moindres petits cheveux qui se trouvent sur votre crâne.
Et une fois que ça c'est fait, eh ben vous prenez votre fameuse minute où vous vous détendez, voilà, où vous faites un petit peu le tri dans vos pensées, puis après vous vous réveillez. Et moi je sais que ça m'aidait un petit peu, en tout cas, à me détendre, à me déstresser. Et j'avais parlé de cet exercice du coup au premier hypnothérapeute que j'ai consulté, et cet hypnothérapeute m'a littéralement dit je vais vous le piquer. Donc je me dis que ça doit pas être trop dégueu comme exercice. Puis j'ai une lampe qui déconne ou quoi? J'ai l'impression que la couleur change. Bon, c'est pas grave. Et donc il m'a dit je vais vous le piquer. Et alors du coup, histoire de si jamais ce live là est pas forcément très clair vu que c'est raconté à l'oral, j'avais écrit un article de blog que je vais vous retrouver dans lequel je décrivais cet exercice. Alors, attendez. What? Alors attendez, j'ai un petit souci. J'ai un petit problème. Eh ben je vais pas vous le partager tout de suite parce que j'ai un bug sur mon blog et il va falloir que je corrige ça. Je vais quand même regarder s'il est référencé sur Google pour vous donner quand même l'URL de cet article-là. On dirait qu'il est référencé... Ah zut. Bon écoutez, vous savez quoi? Ce que je vous propose de faire, c'est... Je répare mon site dans un premier temps, et dans un second temps, je le partagerai dans notre Discord. Non, il est pas down mon site, il est... j'ai un gros bug JavaScript visiblement, et je ne sais pas pourquoi. Donc il va falloir que je regarde pourquoi. Parce que quand j'ai eu mon problème de serveur, je l'avais bien rallumé, mon site internet, et pour une raison que j'ignore, ce soir, il ne fonctionne pas. Donc bon, peu importe, je vous... Ouais non, il veut pas marcher. Hein. Je vous repartagerai sur notre Discord l'article en question dès que le site sera de retour. Ah, attendez. Ok, d'accord, je pense que je cerne le problème. Mais bon, je vais pas corriger maintenant. Donc je vous partagerai tout ça. Et comme ça, vous pourrez retrouver le fameux exercice en question qui redétaille tout ça. J'avais même fait une espèce d'illustration pour représenter... Ah, l'illustration, à la rigueur, je peux vous la montrer parce qu'elle est encore référencée sur Google. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'illustration en question. Vous allez tout de suite comprendre à quoi je faisais allusion en parlant de liquide noir et bleu. Tac, voilà. Voilà à quoi ça ressemble dans ma tête, ce que je me représente d'un point de vue récipient et compagnie. Voilà, bref. Donc ça, c'est une séance du coup que j'ai plus ou moins conçue par moi-même, comme je vous disais. Je vais lire le chat et puis je vais vous raconter les autres séances que j'ai pu vivre aussi à travers de ces exercices-là. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai commencé avec des séances d'auto-hypnose sur YouTube, à chaque fois j'entendais le gars parler durant 10 minutes, puis plus rien, je l'entendais à nouveau quand il disait « Et maintenant vous pouvez ouvrir les yeux », ça me faisait halluciner tout le temps. Bah c'est que tu devais être dans un bon état profond, donc c'est bien, c'est très bien. J'ai entendu la totalité de la vidéo un jour en faisant le ménage. D'accord. Mais je pense que c'est bien pour le coup. Ça y est, on y arrive, il va vouloir nous vendre sa méthode, acheter mon livre et ma méthode audio escroc. Eh ben non, tu vois, je la donne gratos ma méthode justement. Je ne veux absolument rien vendre parce que j'ai la flemme de mettre ça en vente quoi qu'il arrive. Ah, il y a Damien qui est passé qui a dit « Hey, juste de passage pour annoncer que les règles du jeu du petit bac sont dans la boîte. Si vous êtes sage, je posterai ça sur notre Discord en fin de semaine. » Je sais pas si t'es encore là Damien, mais le message audio que j'ai reçu tout à l'heure, ça serait peut-être un petit travail de montage vidéo, donc faudra que je te raconte ça. Bref, ça concerne pas directement les chacals, donc je te raconterai ça en privé. Comment te dire blouk blouk blouk, une douche 400 litres de flotte, bravo le respect de l'environnement. Alors, je fais partie des gens qui considèrent que prendre une douche tous les jours, sauf quand il fait très chaud, ça ne sert à rien, dans le sens où en plus ça peut venir carrément... comment on dit, enfin pas irriter la peau, mais ça peut fragiliser en tout cas la peau, fait de la nettoyer tout le temps. En France, c'est très commun de se dire qu'il faut prendre une douche tous les jours, sinon on est considéré comme crade. Je trouve à titre personnel, et vous n'êtes pas forcément obligé de respecter ma vision des choses, que c'est un peu trop hygiéniste pour le coup.
Et je considère qu'éventuellement une douche tous les 2 jours, c'est déjà un peu mieux de ce côté-là, d'une part. Et d'autre part, en tout cas, on ne m'a jamais fait de remarques à titre personnel, comme quoi je puais ou quoi que ce soit. Donc c'est que je dois quand même pas avoir une hygiène trop mauvaise de ce côté-là. Bref, tout ça pour dire que de 1, je fais des économies de ce côté-là. De 2, il existe, alors j'en ai pas à la maison, mais ça pourrait être une bonne expérience que d'en avoir une, des pommeaux de douche qui, plutôt que de faire de l'eau comme on connaît, enfin comme tous les pommeaux de douche font, il y en a qui font une espèce de brume en fait. Et il paraît que c'est agréable d'une part, et d'autre part, du coup, que ça économise beaucoup plus d'eau que les pommeaux de douche traditionnels, donc ça serait le genre de truc à tenter. Mais je sais pas si c'est la caméra qui change de couleur ou mes spots, j'ai l'impression que c'est la caméra qui change, bref. Donc voilà. Et enfin, dernière chose, on nous bassine beaucoup, et là, pareil c'est plus... On peut véritablement parler de miracle, Valérie. Voilà, et on nous bassine beaucoup sur... il faut couper l'eau de la douche. Ben, t'as bien fait. Faut couper l'eau de la douche pendant qu'on se savonne et tout ça, et en fait, quand on regarde en fait au prorata, couper l'eau de la douche, ça économise un cheveu peut-être sur toute la quantité d'eau qu'on pourrait économiser par rapport à des procédés industriels et d'autres trucs, donc... En soi, faire des efforts à échelle individuelle, c'est très bien, il faut en faire, mais à un moment donné, on peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà, et là, à mon sens, ou du point de vue écologique, il y aurait beaucoup d'efforts à faire, c'est au niveau de tout ce qui est énergie, industrie et compagnie, mais c'est un autre débat. La boule magique. La boule magique. Alors oui, justement, j'allais venir au message d'Archibald qui parle de boules qui rentrent dans ton corps. Exactement. Ou des liquides, curaçao, mais c'est vrai que l'idée de se concentrer entièrement sur des choses neutres, on est un peu là-dessus. Street photographie à pilule rouge et à pilule bleue. Je choisis celle de la vérité. Voilà, et je joue avec un... Combien Et j'allais dire, je joue avec une perche à selfie, voilà. Cette perche à selfie ne me sert pas du tout à prendre des selfies. Elle me sert à... télescopique, et avec cette perche, je peux par exemple rejoindre l'interrupteur qui est face à moi pour allumer la lumière. Ah oui. Ou alors aussi... Mais jouer avec le chat aussi, non ? Jouer avec le chat, ça arrive, parce qu'en plus il y a une petite prise jack au bout pour brancher sur le téléphone pour pouvoir prendre les photos depuis le manche. Ou alors ça me sert aussi des fois à pousser la porte qui est ici, sans avoir à lever mon cul du fauteuil, donc c'est très bien. Qu'est-ce qui s'est dit d'autre dans le chat ? Je le savais qu'il avait la tête pleine d'eau, couleur de yeux. Houston have a problem. Ouais, ça c'était pour mon site. Ni joli le coloriage. Je gère les effluents d'une usine agroalimentaire, donc douche tous les jours, travailler. Ah oui, après, j'ai envie de dire, quand t'as pas le choix, hein, évidemment, on va pas... Si jamais t'as les mains dans le cambouis, enfin que tu travailles dans un garage ou dans un truc un peu crado, évidemment que... on va pas venir dire que il faut pas prendre une douche tous les jours, hein, on est bien d'accord. Après le sport, si c'est du sport tous les jours, évidemment aussi. Voilà, exactement. Si tu fais du sport, que t'as bien transpiré comme un porc, oui, une douche c'est plus que recommandé et c'est plus qu'agréable aussi. On nous bassine beaucoup avec l'eau, c'est joli ça, street photographie, j'aime beaucoup quand il y a plusieurs jeux de mots en une phrase. Je croyais que tu te grattais le dos avec... si, ça m'est arrivé aussi. Bien évidemment, Voilà. Bien évidemment. La perche à selfie, ça sert à plein de choses autres que prendre des selfies. Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit mais pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt ? Voilà, exactement. Zut, je fais tomber des trucs, c'est pas grave. Bon, reprenons sur les séances d'hypnose, maintenant qu'on a fait cette grosse parenthèse. Du coup, donc comme je disais, j'ai fait d'autres séances d'hypnose. Perdu. C'est ma bite. Je m'y attendais pas. Comme je disais, voilà, avec le premier hypnothérapeute que j'ai vu, je faisais quasiment tout le temps la même chose. Mais avec la deuxième hypnothérapeute, j'ai eu, tenez-vous bien, 3 séances d'hypnose avec elle. 3 séances qui, je pense, m'ont marqué à vie tellement elles ont été efficaces en une seule fois. Tenez-vous bien, en une seule fois, elles ont été efficaces ces séances-là. Mais parce que je suis aussi quelqu'un qui est très réceptif à l'hypnose déjà d'une part, donc je pense que ça doit jouer forcément. Mais elles ont été efficaces en une fois ces séances, et cette hypnothérapeute, je la remercierai jamais assez, je pense, pour ça. Donc la première séance que j'ai faite, c'est une séance
qui permettait en fait un petit peu de régler ses comptes avec les personnes, avec les souvenirs du passé, on va dire. Donc en fait, elle m'avait fait m'imaginer dans un véhicule de mon choix. Donc moi, je m'étais représenté comme une espèce de grosse bulle, un peu une grosse boule transparente, voilà, qui avance. Vous choisissez le véhicule que vous voulez, même des trucs qui n'existent pas. Hein. Donc, elle m'a un peu aidé à choisir dans le sens où, voilà, quand même poser des questions pour définir un peu comment allait se passer la séance. J'avais encore jamais fait de séance pendant lesquelles on me posait ce genre de questions, donc elle m'avait un peu guidé. Donc voilà, j'étais dans une espèce de grosse bulle que je pouvais un peu décorer comme je voulais, vous voyez. Donc j'avais un bureau devant moi, j'avais une plante, je pouvais emmener qui je voulais avec moi. Enfin voilà, c'était la grosse stuff. Non, c'était pas la grosse stuff non plus, mais le fait était que c'était un peu mon moyen de locomotion. Et après, je pouvais me balader un peu dans l'environnement que je voulais. Le but, c'était qu'il y ait un chemin avec plusieurs carrefours. Donc moi, j'avais choisi de m'imaginer... cette image tombe très bien, parce que j'avais choisi de m'imaginer dans une espèce de forêt, en fait. Et du coup, en fait, avec ma bulle, j'avançais dans la forêt, voilà. Donc vous imaginez un peu le genre de phrase qu'on pouvait dire. Vous êtes détendu, vous progressez sur votre chemin, et puis à un moment donné, vous vous arrêtez, vous arrivez à un carrefour. Et en fait, à chaque carrefour... j'avais le choix soit de rester à ce carrefour-là pour traiter... merci pour ce prout. Soit de rester au carrefour en question, soit de poursuivre. Et en fait, moi, à chaque carrefour, je suis resté. J'ai envie de dire, c'est un peu l'intérêt de la séance aussi, je suis resté à ce carrefour. Et en fait, à chaque carrefour, fallait que je laisse un souvenir m'envahir. Donc repenser vraiment en détail au souvenir en question. Et du coup, avec ce souvenir, je pouvais du coup un petit peu me promener dans ce souvenir et du coup m'adresser aux personnes qui m'entouraient pendant ces moments-là. M'adresser directement à ces personnes-là, leur dire des choses que j'aurais aimé leur dire dans ce genre de situation. Mais je pouvais aussi m'adresser à mon moi du passé, si vous voulez. Et me dire des choses que j'aurais aimé entendre dire le jour où les événements traumatisants sont arrivés. Si bien que vous vous doutez un petit peu de là où je suis retourné. Je suis retourné ce fameux jour du 24 janvier 2008 où j'avais été malade devant toute ma classe. Et du coup, je me suis imaginé dire aux autres élèves désolé pour ce qui vient de se passer, chose que je n'avais pas faite, du coup, le jour J, forcément, vu que j'étais un peu plus ou moins en état de choc, quoi. Du coup, voilà, leur dire désolé pour ce qui s'est passé, remercier du coup mes deux camarades qui m'avaient accompagné aux toilettes après, et puis me rassurer moi aussi, me rassurer mon moi du passé. Et voilà, donc je la fais courte parce que les séances d'hypnose, je l'ai pas dit, mais en général ça dure une bonne demi-heure, à peu près. Le deuxième souvenir, je suis retourné du coup la première fois, le point de départ de tout ça que je vous racontais la semaine dernière. Merci pour les proutes. Le point de départ, voilà, donc que je vous racontais la semaine dernière. Je me suis adressé à mon moi du passé en disant c'est pas grave, t'inquiète pas, machin. Je me suis adressé à ma mère et tout, qui m'avait aidé, je vous renvoie au live de la semaine dernière pour que vous puissiez comprendre pourquoi je dis ça. Ouais, c'est pas faux. Voilà, merci. Et puis, il y a un autre souvenir que j'ai pas évoqué avec vous la semaine dernière parce qu'en fait, je le considère plus vraiment comme étant un problème, dans le sens où je pense pas qu'il était un point de départ du fait que j'avais peur de vomir. C'est que, comme je vous disais, j'étais malade en l'an 2000, mais la fois d'avant où j'avais été malade, je devais avoir quelque chose comme 3 ans. C'est un événement en tout cas qui m'a marqué, parce qu'il y a une image qui m'est restée en tête. C'était que pareil, j'avais vomi en pleine nuit, sachant pas trop ce qui m'arrivait et tout. Et désolé pour le détail cru qui arrive, trigger warning et tout machin, mais j'avais vomi sur mon nounours. Voilà, donc le pauvre nounours. Et le fait... Alors d'un côté, oui, se rappeler d'un truc de quand t'avais 3 ans, respect. Mais en même temps, c'est vrai que c'est traumatisant.
Bah et puis surtout que le nounours, en fait, si on écoute un peu les psys et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'objet transitionnel. Et en fait, un objet transitionnel, en fait, c'est l'objet qui va faire le lien pour un enfant entre les parents et lui, si vous voulez. Et du coup, bah, il y a peut-être quelque chose à creuser quand même de ce côté-là sur mon enfance, mais c'est rendu tellement loin que moi j'ai juste l'image de mon nounours, voilà, qui était tout sale. Et puis pour finir sur cette parenthèse, voilà, on va dire que l'ambiance à la maison à l'époque était pas trop rose. C'était avant le divorce de mes parents et tout blablabla. Donc je m'attarde pas là-dessus. Et j'ai un souvenir, mais je sais pas si c'est un vrai souvenir pour le coup. Que malgré ça se passait pas forcément bien à la maison à ce moment précis et du coup peut-être que j'avais intériorisé que le fait que j'avais été malade ça avait fâché mes parents et que voilà, bref, je ne rentre pas plus dans les détails parce que c'est un souvenir qui est très lointain et j'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus. Et le fait est que voilà, c'est le 3e souvenir que j'ai été voir. Je me suis penché du coup sur la situation. Je me souviens que j'ai dit des trucs du coup dans ma tête en me rassurant moi-même. Je me suis adressé à mes parents, etc. Bref. Et du coup, alors un truc qui est très marrant, c'est que pendant les séances où vous êtes en état d'hypnose, alors Général Lee, toi qui as testé le truc, peut-être que tu pourras en attester ou peut-être que t'as jamais fait gaffe. Moi, les premières séances que j'ai faites, j'avais pas fait gaffe. Mais les hypnothérapeutes, ils sont très à l'affût de nos réactions corporelles au moment où en fait on est en état d'hypnose. Puisque on va avoir par moment donné des microspasmes. Genre voilà, vous êtes complètement allongé, enfin pas allongé mais en tout cas bien assis, les yeux fermés et tout. Et puis en fait vous avez les mains détendues, on va dire que là les mains sont posées sur les accoudoirs. Et puis d'un seul coup, sans comprendre pourquoi, paf, les doigts qui sautent. Et en fait, c'est littéralement... Enfin, l'hypnothérapeute m'a décrit que c'était... Ah bah, moi, la main se levait. Bah voilà, exactement. C'est le genre de réaction que tu comprends pourquoi. Et l'hypnothérapeute m'avait expliqué que c'était en fait l'inconscient qui réagit et qui, d'un certain point de vue, s'exprime. Et en fait, elle était très à l'affût de ça, l'hypnothérapeute que j'ai consulté dernièrement. Et en fait, ce dernier souvenir, quand je l'ai revisionné dans ma tête, a été très intense, au point que j'ai senti vraiment les larmes me monter en fait en moi, pour dire à quel point les séances d'hypnothérapie peuvent être des fois très intenses. J'ai senti les larmes me monter. Sur le coup, j'avais pas pleuré, mais je me suis senti très ému, quoi. Et en fait, après, je me suis réveillé, j'étais forcément un peu chamboulé, on a débriefé, je suis reparti. Mais je me souviens l'état de bien-être que j'étais. Je crois qu'après après une séance d'hypnose, je me suis jamais senti aussi bien que ce jour-là en particulier. Tellement j'étais bien et je me dis mais waouh, qu'est-ce que je viens de vivre, quoi. C'était incroyable comme séance. Et là en fait cette séance m'a beaucoup aidé à progresser. Comme je vous disais la semaine dernière, j'avais eu un espèce de blocage avant de me dire que j'étais prêt à devenir papa. Ça m'a aidé à faire un grand pas en avant, cette séance-là. Ensuite, on a fait une autre séance. Il m'en reste 2 à vous raconter, puis après on terminera le live. On a fait une autre séance. Et je lirai un peu le chat aussi, bien évidemment. On a fait donc une autre séance, disais-je. Une autre séance pendant laquelle on était plus, on va dire, à traiter... plutôt que de traiter le passé, on traitait l'anticipation. Parce que, comme je vous disais... j'appréhendais un petit peu le jour où mon fils tombera malade et puis comment je ferais du coup pour pouvoir le prendre en charge si je suis confronté à ça. Alors, du coup, elle m'a aidé un petit peu à traiter ça sur ce moment-là. Et puis la 3e séance, c'était toujours un petit peu sur ce même problème, mais on l'a fait différemment. Bref. Première séance, elle m'a fait m'imaginer dans un environnement. Donc moi, j'ai imaginé ce bureau-là dans lequel je me trouve aujourd'hui. Avec quelques éléments qui étaient un peu différents. Il y avait une cheminée genre sur ce mur-là, sauf que là, vous voyez qu'il n'y en a pas du tout. Et puis du coup, alors je me rappelle plus exactement comment cette séance se déroulait. Parce que ça fait très longtemps que... Parce que après, moi, les séances, je les fais en auto-hypnose. Alors autant le coup du train que je vous racontais, j'ai jamais fait en auto-hypnose. Autant les autres, je les ai refaites plusieurs fois. Mais celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas faite et je sais plus exactement comment ça se déroule. Bref, on imagine qu'il y a un dossier rouge sur mon bureau avec les fameux trucs que j'appréhende. Et du coup ce dossier, voilà,
Ouais, si, c'est ça. En fait, il y a effectivement des papiers à l'intérieur qui traitent justement de ces choses que j'appréhende, que j'anticipe un petit peu. Et en fait, elle m'a préparé en amont, l'hypnothérapeute, pour me dire tu vas utiliser en guise de bouclier, entre guillemets, merci Archibald, pour des souvenirs heureux. Donc j'avais prévu déjà en amont 3 souvenirs très heureux, un week-end au bord de la mer, des choses comme ça, voilà, des trucs très heureux, qui sont en fait censés faire office de bouclier. Donc une fois en gros que j'ai l'élément d'anticipation sous les yeux, voilà, qui est présent, et ben là elle me demande du coup d'imaginer ce souvenir très heureux. Et puis après, une fois que c'est fait, on ferme le dossier, soit on ferme le dossier, on le range, paf, soit après en fait on en fait un peu ce qu'on en veut, on le chiffonne, on le déchire, on le fout à la poubelle, on le met au feu, etc. Bref, le but c'est de se débarrasser de ce fameux dossier rouge in fine, et puis de laisser à la place des pensées beaucoup plus positives envahir un petit peu notre esprit. Donc ça en fait le but c'est d'essayer de nous calmer vis-à-vis justement des... Merci Général Lee. Vis-à-vis du coup des appréhensions en fait qu'on pourrait avoir face à certaines situations quand on est un peu trop anxieux de façon un peu démesurée quoi. Donc désolé, je fais une François Hollande. Voilà. Et puis enfin, 3e séance du coup d'hypnose que j'ai faite avec elle. La deuxième m'a un peu moins marqué, vous voyez, je sais plus exactement le déroulé précis. Et donc la 3e, elle date d'il y a pas si longtemps que ça. Que comme je vous disais, voilà, aujourd'hui où j'en suis dans ma peur de vomir, c'est quelque chose qui ne m'occupe plus l'esprit comme avant. Loin de là, je vis de façon beaucoup plus normale qu'avant sur ce plan-là. J'ai réussi à avancer dans la vie puisque maintenant je suis papa, mais j'ai toujours voilà cette petite appréhension de me retrouver un jour face à mon fils qui est malade en me disant qu'est-ce qui va se passer. Et donc elle m'a fait faire une séance d'hypnose d'un genre tout à fait nouveau et qui a été très intense là encore, donc que je vais vous raconter, et qui m'a beaucoup aidé à on va dire déverrouiller un peu des choses dans ma tête. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je lui expliquais que voilà, tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin au fait d'être malade pouvait encore me déranger un peu. Notamment le simple fait de changer une couche, mais pas la couche numéro 1, mais la couche numéro 2, si vous voyez où je veux en venir. Je l'avais fait, on va dire, un petit peu, mais j'avoue que j'avais jamais été très à l'aise avec ce qui se passait. Et en fait, suite à cette séance, en une seule séance, j'ai déverrouillé ce skill-là dans ma tête, et aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun problème. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance ? Elle m'a fait m'imaginer, on va essayer de la faire courte aussi, de m'imaginer, en fait elle m'a dit c'est une séance qui s'appelle littéralement le rêve éveillé. De m'imaginer, voilà, comme si j'allais prendre un escalier qui se trouvait en fait au niveau de mon front. Voilà, et en fait on descend à l'intérieur de soi-même petit à petit pendant la séance. Donc un escalier au niveau du front. Et du coup l'escalier, donc je pouvais l'imaginer un petit peu comme je voulais, soit en colimaçon, soit droit, en pierre ou avec du carrelage, enfin voilà, je pouvais me le représenter comme je voulais. C'est ça qui est bien, c'est que pendant les séances, du coup, quand on choisit un petit peu ce qu'on veut, on choisit vraiment des trucs qui nous parlent et qu'on n'a aucun mal à imaginer. Donc moi j'avais choisi l'escalier en colimaçon, un petit peu froid, un peu le truc de château où il y a juste des meurtrières à peine, vous voyez un peu le genre d'escalier en pierre et tout. Et donc on descend. Et on arrive à un premier palier. Et là, en fait, j'ai face à moi 2 portes. Je choisis celle de gauche ou celle de droite. Mais une fois que je suis dans la pièce de gauche ou de droite, je reste dans cette pièce-là. Je peux pas choisir l'autre pièce. Ok ? Et en fait, elle m'avait prévenu qu'au début de la séance, on peut se retrouver dans des pièces un peu vides. Parce que là, c'est clairement le cerveau qui imagine tout. Hein. C'est comme dans un rêve, le cerveau imagine tout en temps réel. Donc, j'arrive dans une première pièce. Et je me trouve en fait dans un endroit qui, comme je l'ai décrit, ressemble à un grand réfectoire, un grand self de lycée entièrement vide. La pièce est baignée de lumière, parce qu'il y a des grandes baies vitrées en fait dans le fond de la pièce, qui donnent sur, un petit peu sur, encore une fois, un peu sur un paysage un peu comme ça, un peu en hauteur et tout. Et la pièce, voilà, est baignée de lumière, mais elle est entièrement vide. Je me rappelle juste que de cette pièce-là, il y avait une autre porte en face, enfin il y avait 2 autres portes en face, il y en avait une
qui me donnait l'impression que j'allais retourner dans le couloir où j'étais juste avant, et l'autre qui menait, mettons, aux cuisines. Mais la pièce était entièrement vide. Pour vous représenter, c'était une pièce qui était avec un vieux carrelage un peu jaune années 70, avec des petits carreaux, limite de la moquette murale. Enfin, là, pour le coup, ça parlera peut-être à Clem, parce que c'était un petit peu le genre de déco qu'on pouvait avoir au lycée. Fameuse déco très datée. Bah, dès qu'il y a de la moquette murale marron, forcément... On est dans l'esprit. Et donc, du coup, elle me dit, voilà, maintenant que vous êtes dans cette pièce, vous pouvez l'explorer et tout, machin. Donc j'explore la pièce. Et puis, laissez venir un petit peu à l'inconscient des choses, voilà, qui viennent. Donc au début, il se passe pas grand-chose. Et puis après, donc on ressort de la pièce. Ah, j'ai oublié de préciser un truc. Elle me demandait, avant d'entrer dans la pièce, où est-ce que je me situais au niveau de mon corps une fois que j'étais descendu. Je crois que j'avais dit la bouche. De mémoire. Bon, je reviens dehors, en dehors de la pièce, donc je peux toujours pas aller dans l'autre pièce, hein. À ce moment-là, c'est fini, je peux pas y aller. Je redescends l'escalier. Et ensuite, j'arrive sur le deuxième palier. Il y avait au total 4 paliers. J'arrive au deuxième palier, où est-ce que je suis? Là, je me trouve au niveau des poumons, je crois, j'avais dit. Ouais, c'est ça, au niveau des poumons. Et là, je me dis, bon, j'étais à la porte de gauche, je vais aller à la porte de droite. Et la porte de droite, tenez-vous bien, je me retrouve dans une espèce de placard à balai, mais un peu plus grand que je... Enfin, ça ressemble genre à une petite cave, vous voyez, un truc très sombre, où il y a juste une petite fenêtre en haut qui éclaire... Très sale, très très sale. Voilà, exactement. Mais en tout cas très sombre, il y a juste un filet de lumière qui tombe sur ce qu'il y a dans la pièce. C'est un bordel pas possible dans cette pièce, il y a des étagères métalliques autour, et en fait en plein milieu, voilà, il y a du bordel, un peu comme du matériel. Donc moi je vois à ce moment-là des balais, des serpillères, des choses comme ça, des trucs en plein milieu, des seaux, c'est le bordel. Vous voyez un peu en plus cette odeur de pierre qu'on peut avoir dans les caves, bah, c'est vraiment cette ambiance-là. Et dans cette pièce-là, je me sens pas complètement à l'aise, mais ça va, je peux y rester. Donc elle dit, bah, fouillez un petit peu ce qu'il y a dans la pièce, regardez, cherchez autour des objets, machin, et laissez l'inconscient faire venir les choses. L'inconscient fait venir des trucs, voilà. Bon. Mais voyez, c'est déjà, il commence à y avoir des trucs un peu plus concrets, parce qu'on commence à avoir des objets, même si c'est un peu sombre, un peu noir, il commence à y avoir des trucs. Je ressors de la pièce, je redescends mon escalier en colimaçon, et là je retourne dans la pièce à gauche. Et là tout de suite, ça y est, mon cerveau il commence à tourbillonner, puisque je me retrouve littéralement dans mon souvenir de 2008. Je savais limite que j'allais y arriver un peu à l'avance, avant même d'arriver sur le palier. Là, en plus, à ce palier-là, comme de fait exprès... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Voilà. Comme de fait exprès, j'étais au niveau de l'estomac. Donc, j'entre dans cette salle de classe, je revis le souvenir qui, sur le moment, m'est relativement désagréable, mais enfin voilà, je me sens pas nauséeux ou quoi que ce soit pendant la séance, hein, c'est juste assez désagréable, on va dire, mais je reste, quoi, je persiste, je suis là. Elle m'a dit, si vous voulez vous adresser aux personnes qui sont là autour de vous, vous le faites. J'en ai profité, je l'ai fait. Et je ressors du coup de la pièce après avoir revécu ce souvenir traumatisant. Et je redescends jusqu'au 4e palier. Et alors là, je peux vous dire que j'ai pour le coup cette fois-ci littéralement fondu en larmes pendant la séance d'hypnose, puisqu'en fait je me retrouvais donc au niveau des pieds ce coup-ci, devant en fait la porte de la chambre de mon fils. Donc forcément pour moi c'est très parlant. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je fonds en larmes. Et du coup, bah voilà, en fait, après avoir vécu justement un moment un petit peu désagréable au niveau du 3e palier, dans le 4e palier, d'un seul coup, je me retrouve dans une ambiance où il est en train de dormir, il fait sa sieste, c'est dans la pénombre, mais c'est calme, en fait, tout est beaucoup plus détente. Désolé, je m'arrête 2 secondes, j'adore ce genre d'endroit, je rêve un jour de retourner dans des montagnes comme ça, je trouve ça super beau. Donc je retourne voilà, dans une ambiance beaucoup plus détendue, beaucoup plus... je respire, quoi, un peu comme dans ce genre d'endroit, justement. Et puis voilà. Et donc, une fois que c'est fini, je ressors. Et là, elle dit, vous allez pouvoir remonter l'escalier, mais vous allez prendre un autre escalier. Et cet escalier-là, il va vous mener vraiment tout en haut, bien au-dessus de là où vous étiez arrivé. Vous pouvez monter jusqu'où vous voulez. Et là, en fait, tout de suite, mon escalier était un peu différent.
toujours un escalier en colimaçon, mais beaucoup plus lumineux. En fait, c'est comme ça que mon cerveau se l'est représenté, en tout cas. Dites-vous bien que tout ce que j'ai imaginé, il y avait forcément des choses plus ou moins réelles, vu que ça part du réel, mais c'est vraiment mon cerveau qui a imaginé ça au fur et à mesure de la séance. Et c'est ça qui est dingue, quoi, avec cette séance. Et elle m'avait dit, en général, les gens, quand ils sortent de cette séance, ils disent ils ont bien aimé la séance en question. Bref. Ah putain, j'ai encore l'impression qu'il y a des drops. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Ouais, des drops de vidéos, mais apparemment le son, ça va. Bon, tant que le son va, c'est le principal. Donc, de toute façon, on a bientôt fini. Donc, je remonte, voilà, je remonte et je me retrouve du coup, en fait, au sommet. Mais je suis d'accord avec Archibald. Dommage, je n'avais pas un ascenseur. Franchement, pour remonter, t'aurais pu prendre l'ascenseur. Ouais, mais alors pour le coup, non, je pense que dans la séance, ça doit avoir une certaine importance que ce soit des trucs un peu concrets, enfin pas trop technologiques, entre guillemets. Et donc bref, peu importe, de toute façon, ça prenne son temps, c'est normal. Je vais te dire une chose, Archibald, c'était mieux qu'un ascenseur parce que limite je me voyais flotter au-dessus des marches plus que vraiment les monter et les gravir une par une. Donc voilà, je me sentais... Comment ? D'un point de vue extérieur aussi, c'est marrant de voir que tu te sentais plus à l'aise au moment où tu étais responsable de quelqu'un d'autre au final. Alors, quand ça t'arrivait à toi, enfin juste avant. Je vais y venir parce qu'elle m'a fait un petit débrief en expliquant un petit peu la signification de tout ça. Alors du coup, donc juste pour finir la séance, donc je me retrouve en gros au sommet du crâne et puis je vois en contrebas des villages. Voilà, je suis en haut d'une colline pour assimiler un peu ça et je suis bien. Voilà, je suis détendu. Ouais. Après, il y a les 2 minutes de silence et puis la séance est terminée. Donc on a débriefé un peu tout ça après. Et mardi. Premier truc, le coup du réfectoire, le lycée, l'ambiance, voilà, forcément, il y a un côté un petit peu contextuel. On est au niveau de la bouche, c'est là où on mange et tout machin, on peut faire assez facilement le rapprochement dans tout ça. Alors au niveau de l'interprétation, non pas que j'ai pas envie de croire mon hypnothérapeute parce que elle connaît son métier et tout, mais bon, l'interprétation, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'interprétation des rêves et du coup je me méfie un peu parce que l'interprétation des rêves, il n'y a jamais rien eu de prouvé. Et il y a eu des fois, il y a à boire et à manger, beaucoup à manger, et du coup, je me méfie un petit peu sur ce que c'est que l'interprétation des rêves et tout ça. Donc le fait est que du coup, l'interprétation, je lui accorde un certain crédit quand même à mon hypnothérapeute, parce que ça me parle et que je comprends des choses grâce à ça. Mais le fait est que, voilà, on va dire, je prends un peu de pincette quand même. Donc le réfectoire, voilà, vide et tout, machin, on est là juste vraiment pour essayer de commencer à installer l'ambiance. Ensuite arrivent les poumons, avec la fameuse pièce très sombre, avec le matériel de nettoyage. Commencer à avoir un petit peu le rapprochement avec le côté, y a des choses à nettoyer quand on est malade, forcément. Elle m'a dit les poumons, moi je dis mais les poumons, pourquoi les poumons ? Elle m'a dit les poumons, quand on fait une crise d'angoisse, généralement, ça peut justement... Enfin, en général, on a la respiration coupée, le souffle coupé, et c'est probablement ça le lien qu'il y a à faire de ce côté-là. Ensuite, on arrive au niveau de l'estomac avec le fameux souvenir, donc là, je pense qu'il y a peu de place à des interprétations foireuses, hein, le lien, je pense qu'il est très vite fait. Et enfin, au niveau des pieds... comme oui. Tu dis Clem, du coup, le fait est que tu es responsable de quelqu'un. Pour le coup, dans ce que je voyais dans ma tête, mon fils était juste en train de dormir et tout se passait très bien, c'était paisible, il n'y avait plus d'histoire de vomir ou de quoi que ce soit. Et en fait, elle m'a dit, les pieds, en fait, symboliquement, c'est ce qui vous ancre dans la réalité. Et là, en fait, j'ai compris, du coup, où est-ce qu'elle voulait en venir avec ça, et notamment le fait que aujourd'hui, si j'ai fait ces séances-là, c'est pour moi, mais aussi pour lui, dans le sens où, voilà, le but c'est que si un jour je suis malade, que je puisse justement m'occuper de lui en évitant le plus possible les problèmes. Et donc voilà, les pieds en fait c'est ce qui ancre dans la réalité, c'est pour ça que j'ai imaginé cette scène-là un peu à cet endroit-là du corps humain, etc., etc. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour que c'était une séance du coup qui était très très intense. Et vous pouvez peut-être vous faire ce genre de séance si vous vous documentez un petit peu sur internet, mais je ne saurais quand même que trop vous conseiller si jamais vous avez des traumatismes à régler ou le même genre un peu de questions que moi, ce que je vous expose.
Si jamais vous avez un peu ce genre de choses à régler avec vous-même, allez voir d'abord un hypnothérapeute et il saura vous conseiller, vous faire des séances adaptées. Et après, si vraiment le sujet vous intéresse aussi, vous pourrez derrière vous renseigner un peu plus et puis faire vos propres séances, mais n'hésitez pas à lui demander conseil quoi qu'il arrive.